Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critflix. Alors on s'est reposé un petit peu sur nos lauriers, c'est vrai en ce moment, en ne faisant qu'une émission sur deux, mais promis, c'est pas de notre faute et on va tenter de reprendre le rythme dans les prochaines semaines. Alors vous le savez, je ne suis jamais seul, mon acolyte est là aussi. Salut David, comment ça va ? Eh bien écoute, on est à deux doigts de faire cette émission, j'en suis ravi. Et voilà, ça commence avec les private jokes forcément. L'avantage c'est qu'on peut faire un podcast avec une seule main, donc tout va bien. Cette semaine, on vous a préparé, comme d'habitude, quelques news, une review des 3 mousquetaires d'Artagnan quelques jours avant sa sortie, et on terminera bien évidemment avec la chronique télévision. On perd pas de temps, c'est parti. Alors avant de commencer ces news, on voulait faire un hommage à deux personnalités du petit et du grand écran qui viennent de nous quitter. Tout d'abord, Lance Reddick, qui jouait le concierge dans la saga John Wick, ou encore le chef de section dans la série Fringe, qui est décédé à l'âge de 60 ans de mort naturelle, et c'est avec beaucoup de tristesse que l'on a appris également le décès de Marion Gamme, qui jouait Huguette dans Scène de ménage, mais qui a également eu son heure de gloire dans les années 70-80 à la télévision. Mon cher David, est-ce que ces deux personnages ont marqué ton petit et ton grand écran ? Oui, bien sûr, tous les deux à des degrés différents, mais c'est vrai que pour la disparition de Lance Reddick, on est tous un peu sous le choc parce qu'il était relativement jeune, 60 ans, qu'il avait tweeté quelques jours, heures avant son décès, qui est survenu de manière brutale, et c'est vrai que c'était un visage connu, même si ça faisait partie des acteurs où j'avais besoin de taper son nom dans Wikipédia pour me rappeler ce qu'il avait fait, parce que je me suis dit oui, je connais son visage, et je l'avais vu notamment dans Fringe, où tu l'as dit, il avait joué un rôle assez important, et puis Marion Gamme, évidemment, ça a beaucoup secoué tout le monde des réseaux sociaux, parce que on s'y attendait pas, même si lors du dernier précédent prime time de Scène de ménage en Corse, elle n'avait pas été du voyage, elle n'était pas dans le dernier prime time. D'accord. On vous l'avait annoncé ici qu'elle n'y serait pas avec Gérard Hernandez, Oui, parce qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de repos, et c'est vrai que malheureusement, même si 84 ans c'est un âge tout à fait respectable, eh bien ça a pris de court tous les Français, parce que je pense que Scène de ménage, n'oublions pas que c'est une série extrêmement populaire, qui fait des millions de spectateurs tous les soirs, depuis 2009, c'est pas une série toute neuve, et du coup, les gens sont vraiment très très habitués à tous ces couples, à les voir dans leur télé, et c'est presque venu des membres de la famille, on va dire, par procuration, d'autant que le couple Huguette et Raymond, Gérard Hernandez et Marion Gamme, était sans doute le plus populaire. Ça, on l'entendait dire très souvent, je l'entendais encore à la radio ce matin. C'est vrai que les phrases de papy et mamie, c'était peut-être un peu plus drôle, ils étaient touchants en même temps. Et M6 rendra hommage, ou a rendu hommage, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette émission, ce mardi 28 mars avec un prime time spécial, hommage à Marion Gamme. Et alors évidemment, quid de Gérard Hernandez, il a 90 ans, il est plutôt en forme, mais il n'a plus son binôme, donc on imagine que il va quitter lui aussi Scène de ménage, du coup, à moins qu'on le retrouve avec quelqu'un d'autre, mais ça m'étonnerait. Donc ça va être, je pense aussi pour M6, là on entre dans outre les considérations humaines et l'hommage à Marion Gamme, un point d'interrogation pour M6, son couple le plus populaire, de facto, disparaît dans sa série. On sait que Didier Bénureau et Fanny Contenson sont apparus en début d'année. Ça marche plutôt bien, même s'il y a encore quelques critiques à droite à gauche. Donc est-ce qu'on aura un autre couple de personnes âgées ? Est-ce qu'on va continuer avec les rediffusions d'Huguette et Raymond ad vitam aeternam ? Ou est-ce qu'on mettra Gérard Hernandez peut-être avec quelqu'un d'autre, ce qui m'étonnerait en tout cas beaucoup ? Mais c'est un point d'interrogation pour M6 avec cette disparition de Marion Gamme. Dans les autres annonces de la semaine, c'est une breaking news à l'heure où on vous parle, mais c'est peut-être plus très frais à l'heure où vous nous écoutez, mais Jonathan Majors, le grand méchant Kang dans l'univers Marvel, et l'adversaire de Creed dans Creed 3, vient d'être arrêté pour une altercation avec une femme il y a quelques jours. De ce qu'on en sait de l'affaire, il y a eu blessure pour cette femme, blessure légère, donc qui a porté plainte. La police est arrivée. Une arrestation a été obligatoire, ça a été celle de Jonathan Major. Les avocats de Major sont plutôt confiants, annonçant qu'ils ont des preuves, annonçant que lui est complètement innocent et que c'est malheureusement une femme qui était perturbée suite à un problème médical, et que c'est pour ça qu'il y a eu une altercation. On attend de plus amples informations, mais en tout cas c'est vrai que ça tombe à un moment forcément charnière pour lui qui commence un nouveau rôle dans Creed s'il y a une suite à Creed, et forcément le grand Kang de l'univers Marvel qui est ce grand méchant qui est censé s'étendre sur 10 ans. Alors que va faire Marvel, que va faire Disney ? À mon avis ils vont surtout attendre le verdict face à cette arrestation, mais en tout cas on vous en dira plus dès qu'on en saura plus. Comme on le dit souvent dans ce genre d'affaires, il est urgent d'attendre,
parce que effectivement, on a vu tout de suite la défense de Jonathan Majors, on va dire, nous sauter au cou en disant tout de suite attention, c'est une femme qui était perturbée, On sait que dans ce genre d'affaires, avec des avocats hyper fortunés, on est tout de suite très très vite à l'offensive. Donc il va falloir vraiment démêler le vrai du faux. Ce qui est vrai, c'est que si vraiment Jonathan Majors a été violent physiquement, volontairement avec une femme, ça peut aller très loin. Et puis on sait que la politique de Marvel, Disney, comme de plus grandes compagnies, on va dire les grands majors américains depuis l'affaire MeToo, c'est vraiment la tolérance zéro. Oui. Donc on l'a vu notamment avec Johnny Depp qui a été enlevé, souvenez-vous, des Animaux Fantastiques, remplacé par Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald. On l'a vu pour tout un tas d'autres personnages, je pense à Kevin Spacey dans le film de Ridley Scott, qui avait été remplacé également. Et là, c'est vrai que ça tomberait mal pour Marvel, puisque il vient tout juste de devenir Kang. On l'a dit, c'est prévu pour durer très longtemps. Et dans Creed 3, sans spoiler la fin, on sent bien que ça peut être un personnage qui pourrait tout à fait continuer de vivre dans la saga. Donc, affaire à suivre. Mais c'est vrai que si les faits devaient être avérés, qu'il devait, je sais pas, faire de la prison, qu'il y ait un procès, etc., ça pourrait vraiment être une grosse épine dans le pied de Marvel et de Disney. Bah écoute, on va continuer avec Marvel et Disney, enfin plutôt avec Disney, de toute façon. Tu vas nous parler de ta news à toi et tu vas nous parler d'Avatar numéro 3 qui finalement sera sur Disney+. Alors, c'est une information qui n'en est pas vraiment une, c'est plus une rumeur, c'est une déduction en tout cas de Jeff Snyder, un journaliste américain. Il y a quelques semaines, on vous en avait parlé quand on avait fait notre petite review d'Avatar 2, en début d'année. On vous avait dit que Avatar 3 était tourné et qu'actuellement il durait 9 heures. 9 heures, c'est extrêmement long, vous vous en doutez, il sortira pas tel quel en salle, mais James Cameron avait dit que pour l'instant il y en avait pour 9 heures. Et la révélation qui a été faite, c'est que les effets spéciaux des 9 heures ont été réalisés, peaufinés complètement jusqu'au bout, ce qui est assez surprenant, puisqu'en général, on va dire qu'il y a quand même un pré-montage, avec les scènes qu'on imagine garder dans le film, on balance le reste, et à la fin il y a le montage final, mais là, les effets spéciaux ont été complètement abouti sur ces 9 heures, et donc Jeff Snyder, ce journaliste américain, tweetait: vous vous souvenez quand je vous ai dit que James Cameron avait un montage de 9 heures d'Avatar 3 et qu'il insistait pour que les effets spéciaux soient faits, j'entends dire avec insistance que cette version pourrait sortir sur Disney+, sous forme de série limitée après la sortie en salle du montage cinéma. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir Avatar 3 en salle, et alors chez nous, quid de la chronologie des médias, est-ce que ce serait tout de suite après ou pas? On pourrait avoir en fait le film version longue, sous forme de série, sur Disney+. Et je pense que c'est la porte ouverte à tout un tas d'autres films qui feraient la même chose, puisque on sait la puissance d'Avatar, le 2, on rappelle que ça a été un succès planétaire tout comme le premier, donc on imagine que les gens super fans du 3, il suffirait que, avant le film, il y ait un petit carton, une petite bande-annonce de Disney+, disant si le film vous a plu, découvrez la version complète sur vos plateformes, sur la plateforme Disney+, et alors là, ce serait un petit peu la porte ouverte à tout, puisqu'on aurait des films en kit, entre guillemets, une partie du film là, et une version longue sur Disney+. Encore une fois, rien n'est confirmé, mais on semblerait quand même que ça tende vers ça, et ce serait pas illogique, parce qu'on voit pas pourquoi Disney aurait dépensé des centaines de milliers, voire des millions de dollars en effets spéciaux, pour au final que ce soit balancé, alors que c'est jamais le cas pour le reste. On vous rappelle que dans Avatar 3, ce sera plus Jake Sully qui sera le narrateur, mais l'un de ses fils, Locke, joué par Brian Dalton, et on sait aussi qu'il mettra en scène donc de nouveau les Na'vi, mais cette fois-ci contre le peuple des cendres, et ce sera donc une sortie prévue actuellement en salle pour le 18 décembre 2024, attention, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, et qui sait, peut-être une sortie série sur Disney+, par la suite. C'est vrai que c'est fou, parce qu'on se dit que finalement, si on est une série, le numéro de visa ne sera pas le même, donc comme tu dis, en fait, la chronologie des médias n'aurait aucune incidence sur la sortie cinéma, et sur la sortie, à moins que le CNC fasse le haut là, en disant, bah non, écoutez, ce sont les mêmes médias, mais rallongés, vous n'avez pas le droit. C'est vrai que c'est quand même, là pour le coup c'est un dossier très compliqué. Je pense que ça peut être un dossier super chaud. Je pense effectivement que le CNC risquerait de sortir les griffes et de l'interdire, parce que ça pourrait faire jurisprudence. On pourrait avoir ça sur tout un tas de films finalement. Tout à fait. Et vous avez une version longue, en fait, le visa est différent et tu le sépares en 4... Et voilà, et ça veut dire que n'importe qui pourrait dire, bon moi je paye Disney Plus tous les mois, je vais pas aller voir Avatar 3 en salle, puisque je vais le voir en entier. C'est ça. Parce que déjà il y a une sorte de dépréciation du fait d'aller le voir en salle. Les gens vont payer pour en plus voir un média qui sera pas complet, alors qu'ils pourront l'avoir gratuitement, entre guillemets, moyennant abonnement, chez eux. Donc,
c'est vraiment quelque chose d'assez curieux, et c'est pour ça que j'avais choisi cette news pour cette semaine, parce que je trouve que ça peut être la porte ouverte à plein de choses. Bah écoute, ma news à moi est beaucoup moins extraordinaire que la tienne, puisque je vais simplement parler d'un remake de Sueur froide, le vieux film d'Hitchcock avec Robert Downey Jr., qui serait apparemment dans les tuyaux pour Paramount. Alors ils auraient apparemment recruté Steven Knight, le créateur de la série Peaky Blinders, pour ce film, ce remake, voilà, qui reprendrait forcément l'histoire de ce monsieur qui ne sait plus trop où est la vérité, mais ça paraît plutôt intéressant. Alors, encore une fois, les voix s'élèvent, y a-t-il besoin de remaker un Hitchcock? Alors effectivement, Gus Van Sant l'avait fait il y a quelques temps, avec le film Psychose, qui forcément était une expérience assez particulière, c'était une reprise plan par plan, légèrement plus moderne, un petit peu plus crue, mais ça n'en était pas une œuvre forcément complètement différente. Là, apparemment, le remake serait quelque chose de complètement différent. Les gens vont forcément le comparer avec Hitchcock. Est-ce que ça vaut le coup, peut-être pour les nouvelles générations, d'essayer de voir justement un film avec Robert Downey Jr. qui a été l'icône Iron Man pendant des années, et ça les emmènerait peut-être vers Hitchcock pour une raison ou pour une autre, comme on écoute maintenant les reprises de chansons qui emmènent vers les vieux chanteurs. Donc voilà, c'était une news très courte. On vous tient au courant de cette sortie-là, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que c'est rare de voir des remakes de films de Hitchcock. On voit des adaptations de Stephen King dans tous les sens, autant Hitchcock, c'est vrai que c'est assez rare de voir ces films repris. Peut-être au niveau des droits aussi, peut-être que Hitchcock a énormément de blocages au niveau des... la famille d'Hitchcock a beaucoup de blocages peut-être au niveau des films, peut-être que tout simplement c'est pas nécessaire. Si, il y avait quand même Fenêtre sur cour, qui avait eu quelques remakes, on avait eu Paranoïaque à l'époque avec Shia LaBeouf, qui était pas si mal d'ailleurs, c'était plutôt un assez bon film. Et alors, breaking news, tu n'étais pas au courant David, mais je l'ai appris il y a très peu de temps, donc je te le dis en direct, c'est peut-être une info que tu as déjà, mais il est possible que France Télévisions passe en 4K dans les semaines à venir, parce que, alors, c'est à l'état de on-dit. Sur Twitter, un homme a repéré des appels d'offres plutôt intéressantes qui apparemment appelleraient à France Télévisions à trouver des personnes qui pourraient passer la chaîne en 4K, notamment pour Paris 2024, donc pour les Jeux Olympiques, puisqu'il est temps maintenant, TF1 diffuse déjà les matchs de foot en 4K, donc là, ça serait l'occasion pour les chaînes de France Télévisions de passer sur de la 4K, en tout cas pour le sport, peut-être pour d'autres programmes, à savoir que ça ne fonctionnera pas sur les chaînes de la TNT, il faudra passer par une box et avoir un débit fibré minimum pour pouvoir avoir accès à la 4K. Il faut bien savoir que la plupart de vos programmes, ce que vous regardez à la télévision, ce n'est pas de la vraie 4K. Il n'y a aucun programme, quasiment aucun programme diffusé en vrai 4K, que ce soit avec des box ou avec votre antenne TNT, puisque tout ça c'est ce qu'on appelle de l'upscaling, ça augmente la qualité de l'image, mais ce n'est pas du vrai 4K, la seule façon de voir du vrai 4K, c'est de regarder en Blu-ray, avec votre lecteur Blu-ray 4K, donc voilà. C'est une information qui est quand même relativement importante, ça serait une grosse avancée, puisqu'apparemment on est un des seuls pays d'Europe à ne pas encore avoir sauté le pas, donc on en attend un petit peu plus de nouvelles, j'espère que ce sera une de tes prochaines chroniques télé, donc voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. Oui, et puis c'est vrai que le sport, c'est toujours le maître étalon des nouvelles technologies, puisqu'il faut rappeler que... puisqu'il faut rappeler, en étant sérieux, que la HD est arrivée en France pendant la Coupe du Monde 2006, tout à fait. Via les chaînes TF1 HD et Canal+ HD sur CanalSat uniquement à l'époque, et que là effectivement la 4K, on a des chaînes, vous pouvez avoir la 4K via Canal, Canal en 4K sur certains programmes et effectivement sur TF1, même si encore une fois vous allez pas regarder les Jeux Olympiques en Blu-ray, mais qu'on rappelle que même pour la qualité simple d'un film, un Blu-ray et un Blu-ray 4K, ce sera toujours mieux que ce que vous voyez à la télé ou sur vos plateformes. Et ça, je pense qu'on n'aura pas fini de vous le dire. Peut-être qu'un jour, ça mériterait un sujet, de reparler de l'état des lieux du format physique en France. D'autant que la Fnac a lancé un nouveau concept, là maintenant. C'est un concept de précommande de Blu-ray. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de titres qui ont été annoncés sur le site fnac.com le 24 mars. Il y a jusqu'au 24 mai pour les précommander. Et s'ils ont assez de précommandes, le film sort. S'ils n'en ont pas assez, il ne sort pas. Alors c'est pas sur des films récents, c'est sur des reprises de films. J'ai en tête, parce que moi j'ai précommandé Contact de Robert Zemeckis par exemple. C'est beaucoup de films des années 70, 80, 90. D'accord. Et donc s'ils atteignent un certain quota, en fait c'est de la fabrication à la demande entre guillemets. D'accord. S'ils voient qu'ils n'en ont pas atteint assez, eh bien le film ne sortira pas. Alors c'est vrai que c'est un concept qui peut être intéressant parce que ça pousse les gens à commander, mais ça montre quand même qu'effectivement on n'est plus du tout à ce qu'on a pu connaître à l'apogée du DVD entre les années 2005 et 2013-14, où en fait tout et n'importe quoi au claquet des doigts, c'était la seule manière, il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas de plateforme, et là on voit bien que le format physique
se révolutionne un peu, même si on est bien loin de ta news de départ, mais quand même, c'est une info qui me paraissait comme ça importante à vous lâcher un peu par hasard. Complètement, non, mais on en reparlera effectivement, c'est bien de revenir sur ces sujets-là, parce que l'évolution se fait en permanence, et c'est vrai qu'il y a encore eu, le sujet est ressorti il y a peu de temps, sur le niveau de compression, même en 4K, de certaines plateformes, qui ne vous permettent pas de voir vos programmes comme vous devriez les voir si vous passiez par un Blu-ray. On en a fini de nos news, et on va passer tout de suite à notre sujet principal, qui est la review de Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Alors mon cher David, toi et moi, nous avons eu la chance de voir Les Trois Mousquetaires d'Artagnan en avant-première dans notre cinéma de campagne. Il faut savoir que le film sort le 5 avril, donc à l'heure où vous nous écoutez, normalement le film n'est pas encore sorti, donc on se donne la chance et on vous donne la possibilité d'écouter notre avis sur ce film, pour que pour que vous puissiez aller ou pas le voir. On espère dans tous les cas que vous irez le voir. Là, on est sur un avis totalement subjectif, toi et moi, et il faut aller vous faire votre propre avis dans tous les cas, mais c'est bien d'avoir une première impression, je pense, pour savoir dans quel état vous allez arriver dans la salle de cinéma si vous allez voir ce film-là. Film à gros budget, film en 2 parties. Première partie ce 5 avril, deuxième partie au mois de décembre, ce qu'on appelle un diptyque. Le premier, ce sera donc D'Artagnan, et le deuxième sera Milady, comme les films qui étaient sortis il y a une 50aine d'années, je crois. Oui, il y en a eu comme plein. Ça. Vous allez voir ça dans ma chronique télé tout à l'heure, vous allez voir que les chaînes ont dégainé plein de versions des Trois Mousquetaires à la télé, comme par hasard. Le film est réalisé par Martin Bourboulon, c'est celui qui a fait Eiffel il y a quelque temps avec Romain Duris, qui était un film qui avait partagé, on va dire, des gens avaient bien aimé, d'autres non. Le côté peut-être romantique avait peut-être plus déplu, on aurait voulu un peu plus d'histoire, mais en tout cas, dans l'ensemble, le film avait bien fonctionné. On a un casting de folie, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Eva Green, Louis Garrel et Lina Coudry. C'est quand même un gros casting pour un film de cette envergure-là. C'est un film épique, un film d'époque, en costume. Et donc ça nous raconte l'histoire de D'Artagnan qui débarque de la campagne et qui veut devenir mousquetaire comme son père et qui va forcément être confronté à des difficultés et à un complot contre le roi. Voilà. Donc écoute, pour l'histoire on en est là. Je vais te demander ton avis d'abord à toi et puis je donnerai le mien. Ensuite, qu'as-tu pensé de ce Trois Mousquetaires d'Artagnan ? Alors, je vais essayer d'être concis, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, effectivement, tu l'as dit, on a un petit cinéma de campagne, mais on l'a eu super tôt, et il y a même beaucoup de cinémas en ville qui n'ont pas eu aussitôt que nous, donc c'est vraiment chouette, puisqu'on l'a vu pratiquement un mois avant la sortie. C'est un film qui fait 2 heures, tout pile, et je vais commencer par vous spoiler mon avis en vous disant que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment beaucoup. C'est pas parfait. C'est marrant parce que j'ai vu 2 défauts au film, et c'est exactement ce que tu m'as dit. Donc on est tout à fait d'accord là-dessus, même si m'ont peut-être un petit peu moins gêné que toi. Globalement, c'est vrai que le casting est assez incroyable. C'est rare d'avoir 4 têtes d'affiche, on va dire, dans les rôles des 4 mousquetaires, plus Eva Green en Milady, plus Louis Garrel, enfin bref, c'est un casting vraiment 5 étoiles, si je puis dire. Ça me fait un peu penser, en comparaison, même si elle est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais Ocean-Eleven, en fait. Où oui, on avait plein de stars américaines qui arrivaient d'un coup. Ouais. Ben là, c'est vrai qu'on a plein de stars françaises dans un Intermarché qui sont des mousquetaires. Et du coup, rappelons qu'Intermarché est vraiment partenaire du film. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un placement de produit, mais c'est vrai, vous verrez sur l'affiche. Et Bricomarché aussi. Sur l'affiche, on a un petit mousquetaire d'Intermarché. Donc ouais, moi ça me fait penser un peu à ça, c'est que c'est un film assez classe déjà de par son casting. Le scénario est visiblement assez proche des livres. Moi, j'ai pas lu les Trois Mousquetaires, je vais pas vous mentir, mais il se trouve que ma compagne les a lus et elle n'a pas vu le film encore. Et quand elle m'a dit mais est-ce qu'il y a ça, nana, est-ce qu'il y a ça, et je me suis dit mais t'as vu le film en fait. Je pensais pas que le film était aussi proche de ce qu'on était dans l'histoire. Alors quand elle l'aura vu vraiment, je pourrais savoir vraiment les différences, mais moi ça m'a donné envie de le lire en tout cas. Donc vraiment une réussite pour moi d'un point de vue de la narration. C'est vrai que c'est assez bien emmené, on se prend au jeu, c'est très prenant. J'ai pas vu passer les 2 heures. Vraiment pas. Pour moi, le film est passé très vite. On sent que c'est un film qui a des moyens. On sent que le cinéma français s'est donné les moyens de ses ambitions, parce que vraiment, au point de vue des effets spéciaux, c'est vraiment nickel, c'est très très propre. Encore une fois, avec des acteurs et actrices tels que ceux du film, ça ne pouvait être que bien joué, et c'est bien joué. Vraiment à tous les niveaux. Et j'aimerais terminer cette première partie positive en disant que l'incarnation, je la trouve vraiment chouette. François Civil est très crédible en D'Artagnan, tout comme les autres dans le rôle des autres mousquetaires. Et alors vraiment un gros coup de cœur et point positif pour Louis Garrel en Louis XIII, parce que vraiment, alors j'allais dire,
si vous ne l'avez jamais vu, je me doute que vous l'avez jamais vu, moi non plus, mais cherchez un portrait de Louis XIII sur Internet, vous ne verrez pas de photos, hein, je vous rappelle que Louis XIII a vécu plusieurs siècles avant l'invention de la photographie, mais la ressemblance entre Louis Garrel et Louis XIII est absolument flagrante. Vraiment, il est tel qu'on l'a représenté à l'époque, hein, sur toutes les représentations, sur toutes les peintures, et alors quand je l'ai vu, ça m'a scotché, je me suis dit on n'aurait pas pu faire meilleur Louis XIII. Donc on est vraiment dans une belle incarnation, dans un scénario qui est vraiment prenant, mais après encore une fois c'est l'histoire du livre, des bons effets spéciaux, une belle mise en scène, une réalisation très propre, c'est on va dire mon avis global sur toutes les choses positives du film. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va faire le positif de mon côté, on verra pour le négatif après. Mais j'ai beaucoup aimé l'incarnation, comme tu disais, Pio Marmaille en Porthos est excellent. Ouais. Je veux dire, vraiment, c'est... Alors maintenant qu'on voit leur visage, on se dit on peut pas voir autrement, mais c'est vrai que ces acteurs-là ont été choisis pour ce qu'ils incarnent en tant que personnes dans la vraie vie, en fait. Comment on les voit en tant qu'acteurs, je veux dire... Voilà, Vincent Cassel qui joue Athos, c'était vraiment cette personnalité-là. Romain Duris avec cet Aramis un petit peu volage qui va voir un peu partout, etc. C'est comme ça qu'on voit Romain Duris. Donc voilà, et pareil pour François Civil qui est un acteur très prometteur en fait, qui monte, qui n'arrête pas de monter. Ce D'Artagnan finalement qui arrive, qui était inconnu et qui va se faire connaître à travers ces trois acteurs et ces trois personnages qui le sont déjà pour la France. Donc vraiment, c'est très très bon à ce niveau-là. Les décors sont absolument somptueux. Les falaises, quand il est sur la fin du film, quand on a les falaises anglaises là qui sont vraiment magnifiques, les décors, les costumes, quand il y a le bal costumé à la fin qui est vraiment excellent. Enfin voilà, vraiment à ce niveau-là, il y a très très peu de choses à reprocher. C'est impeccable. Peu de choses à dire par rapport à toi. On est vraiment du même avis à ce niveau-là, au niveau des qualités. Par contre, et on va commencer là-dessus, c'est un film qui a été fait par Pathé pour les cinémas Pathé. C'est-à-dire que les cinémas Pathé qui veulent une politique de cinéma haut de gamme, avec des films haut de gamme qui vont aller dans ce sens-là, mais qui ne veulent pas forcément de film américain, ça donne l'impression que ce film-là a été fait pour aller le voir dans un siège hyper bien installé, sur un écran laser, en Dolby quelque chose, voilà, presque en Atmos, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est de la grande qualité. Et malheureusement, quand on a un projecteur classique dans un cinéma classique, c'est un peu sombre. Ouais. C'est un peu sombre, la première séquence, par exemple avec D'Artagnan qui débarque au milieu d'une cour, il fait nuit, il y a très peu de luminosité, on n'y voit pas grand-chose. Est-ce que c'est une volonté de Bourboulon ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ça nous perd un peu dans l'action, parce que malheureusement on n'y voit pas grand-chose. Donc j'espère avoir la chance, peut-être, d'aller revoir le film dans une salle un petit peu plus moderne, on va dire, au niveau de son projecteur, avec peut-être un projecteur laser ou quelque chose d'un petit peu plus lumineux, qui permettrait de comparer les deux, mais j'ai vraiment l'impression, et je le vois de plus en plus souvent, j'ai eu ce problème avec Ant-Man aussi, où je trouvais que le film était relativement sombre. Alors, il y a énormément de couleurs dans Ant-Man, donc on n'a pas cette impression-là, mais le film est sombre, il y a beaucoup de couleurs ternes, en fait, aussi, et du coup on se perd un peu, je trouve, dans l'action quand c'est trop sombre comme ça, et j'ai l'impression presque que les tables de montage ne sont plus adaptées au projecteur, tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand on travaille notre film avec un super écran forcément très lumineux, on se rend pas forcément compte que dans une salle de cinéma avec une lampe xénon qui a quelques heures, la luminosité va baisser un peu. Donc c'est vrai que c'était le premier défaut qu'on pouvait lui trouver. Encore une fois, c'est pas des défauts qui sont gênants. Le film reste épique et reste très agréable à regarder. Après, il y a une certaine, comment dirais-je, d'un point de vue de la photographie, il y a une certaine cohérence, puisque le film est globalement assez sombre, assez terne. Hein. Ouais. Il y a pas de couleurs flashy, on est dans plusieurs teintes de gris, de noir, de sombre. Donc effectivement, moi j'ai pas ton expertise technique sur les salles de cinéma, mais d'une manière générale, je me suis dit voilà, on peut pas enlever ce côté cette cohérence qui fait que de bout en bout le film est fidèle à lui-même. Ça m'a pas gêné vraiment, mais c'est avec le recul quand tu m'as dit que tu avais trouvé ça un peu sombre, je me suis dit oui, peut-être effectivement que c'était un peu sombre, mais globalement ça, je trouve que ça colle plutôt bien à l'ambiance du film. Oui, complètement, ça colle plutôt bien. C'est ce Paris un peu crasseux, on a vraiment cette ambiance un peu glauque en permanence, et voilà, la pauvreté, oui, parce que même le château du roi est quand même assez terne en fait. Oui, voilà, la manière dont le Louvre est filmé, hein, rappelons que c'était pas Versailles encore à l'époque, hein. Donc on sent qu'il y a des scènes en extérieur, beaucoup de scènes ont été tournées au Louvre quand même. Après j'imagine qu'avec des effets spéciaux ça a pu s'arranger, mais on sent vraiment qu'il y a eu des gros moyens mis là-dedans. Et effectivement, le petit point négatif que je lui mettrais moi également, comme tu me l'as dit toi aussi, c'est sur les combats à l'épée, qui sont un chouïa brouillon, je trouve. C'est pas hyper épique,
on sent que c'est chorégraphié, Ouais. mais pas super bien. Enfin, c'est C'est ça. difficile à dire. Et surtout, je suis pas chorégraphe et je me dis, c'est honteux de dire ça parce que le chorégraphe qui a fait ça, il doit quand même être très bon. Mais j'ai trouvé que, est-ce que ça vient du côté chorégraphie ou de la réalisation? Mais les scènes de combat à l'épée auraient pu être plus épiques. Mais j'insiste encore sur le fait que pour moi, ce sont deux tout petits défauts pour vraiment un film qui est super bien et bourré de qualité. Mais si je devais rajouter un petit défaut, ce serait celui-ci. Mais on s'est fait la réflexion là, il y a pas longtemps avec un autre ami où on parlait de John Wick. John Wick 3 là que j'ai vu il y a pas longtemps, John Wick 4 qui vient de sortir. Malheureusement, ma théorie se joue surtout au niveau des cascades et des assurances. On ne peut pas aller trop loin dans un combat, dans le réalisme d'un combat, parce que s'il y a danger. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, donc effectivement la façon de filmer va être très importante pour que quelque chose de faux passe pour quelque chose de réaliste. Et Bourboulon a choisi le faux plan séquence. Donc on voit que c'est une caméra qui se balade sans coupure entre guillemets. On voit qu'il y a quelques coupures quand on a l'œil, mais c'est vrai que voilà, il a décidé de faire des combats qui étaient assez peu coupés. La scène dans la forêt là, où ils se battent tous les quatre, c'est un petit peu un plan séquence qui a été recoupé quand ils passent entre deux arbres, des choses comme ça, mais ça se voit pas vraiment quand on est. Moi, c'est parce que j'aime bien prendre mon temps à regarder les images, mais quand on est un spectateur lambda, je veux dire, personne n'a remarqué la différence. Et dans John Wick, c'est pareil. En fait, on a l'impression que c'est presque faux. Les seuls films qui paraissent à peu près réalistes à ce niveau-là sont les films qui sont plutôt soit japonais, soit indonésiens. Tous ces films d'Asie du Sud-Est, en fait, d'action comme The Raid ou The Raid 2, où là les combats sont très bien chorégraphiés, parce qu'il y a pas, il y a peut-être moins peur au niveau des assurances. Je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, je trouve que les pays asiatiques ont plus de qualité à ce niveau-là, au niveau des combats. Ça paraît même à Marvel. Vous regardez un combat de Marvel maintenant paraît beaucoup moins réaliste, je trouve, que des films de combat, par exemple. Mais voilà, encore une fois, comme tu le disais, c'est un tout petit défaut. Des combats dans le film, il y en a pas tant que ça. Non, ça reste un film d'aventure et d'action, mais ça reste aussi un film d'espionnage. C'est hyper intéressant, je trouve ça hyper intéressant. Encore une fois, moi, je m'y connais pas en histoire, je ne sais pas où sont les faits, où c'est avéré, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir les conflits entre l'Angleterre et la France, à quel point il y avait des bassesses, en fait, entre ces gens de pouvoir, et à quel point ils pouvaient aller loin juste pour récupérer quelques bouts de territoire, et c'était quand même hyper intéressant. Bah c'est parfait, t'as rebondi exactement sur ce voilà. que je voulais dire, tu m'as fait une transition toute rêvée. C'est vrai que j'aimerais insister sur une chose, c'est que souvent, quand un film est historique, on le prend pour argent comptant, en pensant que ce n'est plus une fiction, mais ça reste une fiction. Oui. Je sais que beaucoup de gens ont cru que 1917 était une histoire vraie, par exemple, alors que de Sam Mendes, alors que c'est pas vraiment le cas, voire pas du tout le cas. Et là, effectivement, Les Trois Mousquetaires, il faut rappeler que c'est un roman, effectivement absolument épique, on va dire, un roman légendaire, mais ça n'en reste pas moins une œuvre de fiction. Oui, il y a du vrai et il y a du faux, et notamment sur la relation entre Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais la maman de Louis XIII, c'était Marie de Médicis. Elle détestait le cardinal Richelieu, et elle a passé sa vie à avoir des jeux d'influence pour essayer de faire que son fils n'aime pas le cardinal. Et au final, un jour, Louis XIII va la convoquer et va simplement la bannir du royaume, entre guillemets, l'enfermer, l'assigner à résidence, parce qu'il a compris que le cardinal était loin d'être son ennemi, mais son allié, et ils vont finir leur vie tous les deux vraiment main dans la main, avec une véritable, je sais pas si le mot amitié c'est le cas, mais on va dire qu'il y avait énormément de respect et une vraie proximité, une vraie ligne commune à eux deux. Comme c'est le cas aussi dans la version roman d'Alexandre Dumas, on insiste, alors faut rappeler que quand ça sort chez Dumas, on est aussi dans une période qui va avoir tendance à beaucoup romancer ce qui s'est passé auparavant. Et là, du coup, c'est vrai qu'il faut pas prendre pour argent comptant historiquement ce qui se passe dedans. Les relations franco-anglaises, oui. La guerre entre les catholiques et les protestants en France, oui. Par contre, la détestation profonde de Richelieu et de Louis XIII, là, on est vraiment assez loin du compte. Mais, encore une fois, c'est une œuvre de fiction, donc c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils voient un film qui se passe il y a 200, 300 ans, ils se disent, bah oui, ça peut pas être une fiction. Évidemment, quand on regarde un film de maintenant, c'est plus facile. On se doute bien que Spider-Man, malheureusement, ou Shazam n'existe pas en vrai. Mais quand on remonte le passé, c'est un peu différent. Si le film prend des libertés historiques, c'est le cas aussi du roman, il est adapté d'un roman. Et c'est un film, c'est une œuvre de fiction, donc il faut le rappeler. C'est vraiment essentiel. C'est pas parce qu'on va voir Les Trois Mousquetaires que vous allez avoir un cours d'histoire géo sur la vie entre Henri IV et Louis XIV. C'est pas du tout le cas. Mais c'est suffisamment intéressant peut-être pour donner aux gens envie de s'intéresser à l'histoire et à cette période de l'histoire de France avec ces guerres de religion qui est vraiment assez passionnante.
En tout cas, pas d'inquiétude si vous ne comptez pas voir le prochain qui sort en décembre, puisque l'histoire se tient d'elle-même. Alors effectivement, il y a des axes qui ne sont pas terminés dans le film quand vous arrivez à la fin, mais l'histoire principale se tient d'un bloc. Vous pouvez très bien aller voir les 3 mousquetaires d'Artagnan, et quand vous arrivez à la fin du film, n'avoir aucune obligation à aller voir Milady au mois de décembre. Il y a une scène post-générique. Oui. Donc voilà, faites attention, ils se sont pris pour Marvel, mais vous avez Je une me suis fait scène avoir. post-générique, voilà, qui n'est pas très importante, mais voilà, qui a son petit poids pour la suite. Donc n'hésitez pas à rester un petit peu en salle pour au moins voir cette petite scène en plus. Je pense qu'ils ont vraiment... La manière dont le film se termine donne vraiment très envie de voir la Ouais, suite. complètement. Surtout quand on est comme moi, qu'on n'a pas lu les romans, mais qu'on se souvient vaguement quand même de l'histoire, de quoi ça parle. Donc c'est vraiment assez enthousiasmant, ça donne envie. Ouais. Et moi, je sais pas pourquoi, mais j'adore ça, le fait qu'il soit des diptyques, Ouais. des films en 2 parties. Ça, c'est des choses qu'on voit plus du tout. J'ai souvenir, effectivement, de Kill Bill récemment. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, effectivement, avec le 2 et le 3. Ouais. Mais c'est vraiment rare maintenant qu'on ait un film et que sa suite sort quelques mois plus tard, parce qu'on sait qu'on est dans un monde... Le Matrix 2 et 3. Oui, ouais, exactement. Mais je pense qu'on pourrait en retrouver, et je pense qu'en commentaire, vous allez nous en lâcher plein. Moi, là, je vous dis ce qui me revient un petit peu comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. On est dans un monde où, économiquement, on ne risque plus grand-chose. C'est-à-dire qu'on fait un film, on attend de voir si ça va marcher, et après, on fait la suite. Ouais. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Stranger Things, où les enfants ont 10-11 ans dans la première saison, et qu'on aurait aimé que ça se tienne tout d'un bloc pour que ça se finisse qu'ils aient 12-13 ans, et qu'au final, ils vont en avoir 19-20 dans la dernière. Le meilleur exemple aussi, c'est Sex Education. Je sais pas si vous avez vu, une partie du cast a dit qu'ils ne voulaient plus tourner dans les suites parce que ils sont censés jouer des personnages de 16-17 ans, et la plupart sont trentenaires maintenant. Et ils disent, il arrive un moment, faut qu'on soit crédible dans nos rôles. Et là, je trouve que à l'inverse, direct, on se dit, ok, on en fait 2. Et ça, je trouve ça génial, c'est vraiment de se dire, c'est le cas aussi des avatars, On sait que le 2, le 3 et le 4 ont été tournés plus ou moins en même temps. Et là, Retour vers le futur 2 et 3, ça, on le sait assez peu, mais Retour vers le futur 3 a été tourné vraiment pile après le 2, mais vraiment dans la foulée. C'est pour ça qu'il y avait des images du 3 à la fin du 2. C'est pour ça qu'il y avait des images du 3 à la fin du 2. Et je sais pas, moi j'adore ça, de me dire que on va voir un film et qu'on va voir la suite là, bientôt, dans 6 mois, et pas dans 2-3 ans. Si le film dépasse 3 millions de spectateurs, si l'acteur principal a toujours signé son contrat, et si. Et c'est comme ça qu'on a plein de films qui auraient dû avoir des suites et pour lesquels elles ne voient pas le jour. Et c'est hyper frustrant, ces films avec une fin ouverte, et où on se dit, non. Et il y en a plein. Et alors là, vraiment, je trouve ça chouette. Ouais, c'est clair. Surtout les films pour ces fameux films de livres post-adolescents, tu sais, à la Hunger Games, etc. Il y a eu énormément, on parlait de la 5e vague, qui était pas très bon, de base, le film était pas extraordinaire, mais il avait des suites en livres, et qui n'ont jamais vu le jour, Divergent, qui n'a jamais eu son 4e opus non plus. Donc c'est vrai que t'as énormément d'exemples. Darkest Minds Rebellion. Tout à fait, qui était plutôt pas mal, chouette, moi, exactement. J'ai bien aimé celui-ci. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que dans tous les cas, et donc comme tu le disais, tu fais bien de le dire, les 2 films ont été tournés en même temps. Ouais. Donc ça veut dire que les acteurs sont toujours dans leur personnage. Ouais. Ils ont pas besoin de revenir après d'autres projets, de choses comme ça. On voit que Marvel, les acteurs sont à droite, à gauche pendant 1 an ou 2, puis ils reviennent dans leur film, puis ils repartent. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que à chaque fois on est obligé de trouver des idées, des solutions pour scénaristiquement que ça tienne le coup. Là, les acteurs ont joué d'un bloc les 2 films, et donc du coup ils sont restés dans leur personnage. On va avoir une cohérence au niveau de l'histoire et au niveau de la réalisation aussi, puisque les 2 films ont été montés également en même temps, donc la colorimétrie sera la même, les décors, les costumes, donc c'est vraiment très chouette d'avoir tenté ça de la part de Pathé. Encore une fois, le cinéma français tente quelque chose d'extraordinaire, et rien que pour ça vaut le coup d'aller en salle. Ouais, c'est ce que je voudrais dire peut-être en conclusion, c'est que vraiment il faut aller voir ce film. J'ai envie de dire que c'est à la fois une énorme prise de risque, parce que c'est un film qui a coûté très très cher. Et on sait que le cinéma en ce moment se porte parfois mieux que d'autres. Il y a des moments où ça va bien, des moments un peu moins bien. Donc c'est un énorme coup de poker. Mais en même temps, c'est pas tant une prise de risque que ça, parce qu'ils ont choisi une licence ultra populaire, bien sûr, que tout le monde connaît. Alors certains auront vu ou lu les versions, les adaptations, alors même Albert le 5e mousquetaire qu'on voyait quand on était petit sur France 3, n'est-ce pas? Mais certains auront vu et vont voir cette nouvelle mouture, ou d'autres rentreront complètement dans cette histoire de mousquetaire avec ce film. Donc c'est à la fois une grosse prise de risque, mais à la fois pas tant que ça, parce qu'ils auraient pu faire un film qui s'appelle, moi je sais pas, Les Chevaliers de machin, et qu'en fait ce soit une histoire complètement inédite. Mais non, là c'est quand même les mousquetaires, donc on va dire que c'est quand même dans l'inconscient français des héros nationaux de fiction. Mais j'espère vraiment que cette prise de risque quand même sera récompensée. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il soit au box-office devant Astérix par exemple. Parce que Astérix, pour le coup, là, niveau prise de risque,
certes, c'était pas tiré d'un album, certes, c'était avec des nouveaux acteurs, mais ça reste quand même Oui, c'est une licence facile à adapter. Très carrée avec Ouais. Hachette qui va venir voir si chaque virgule du texte va bien avec l'univers d'Astérix, etc. Là, il y a une prise de risque différente et ça reste quand même du cinéma de KPDP. On n'a pas Ouais. encore dit le terme Ouais. et on en parle peu parce que c'est assez rare que sortent encore maintenant des films de Je KPDP. suis d'accord. On l'a dit, il a été multi-adapté et d'ailleurs pas qu'en France. Hein. Il y avait une version il y a une dizaine d'années. je Oui, crois, bah, bien sûr, par le réalisateur de Resident Evil. Hein, Ouais, voilà, ouais, bien ouais. sûr. qui en avait fait une version. Et là, du coup, bah, W.S. Anderson. ouais, voilà, c'est ça. À pas confondre avec Wes Anderson, parce Tout à que fait. l'ami Fabien, s'il nous écoute, qui à l'époque où s'était lancé dans le cinéma à regarder des films, avait avait dit tiens, confondu. Resident Evil, c'est Wes Anderson. Ah non, non, ah pas non. tout à fait, non. Et donc voilà, c'est vraiment une prise de risque. J'espère que ça va fonctionner, j'espère que ça va marcher parce que il y a beaucoup de qualité dans ce Ouais. film. Et je me dis que si ça marche, si ça cartonne, je veux pas vous faire une Guillaume Canet qui va dire le cinéma est mort si ça marche pas, mon Astérix. Souvenez-vous qu'il avait dit ça. Mais au contraire, je me dis si les Trois Mousquetaires marchent et que ça cartonne, Ouais. bah, pourquoi pas avoir plein d'autres films de ce genre-là qui pourraient arriver. Et le cinéma français qui ose sortir la pâtée a sorti vraiment le gros chèque pour ce film. Bah, donc, d'ailleurs, c'est vrai que c'est bien de revenir là-dessus parce que Astérix et Obélix était également un film pâté. Et de là à dire à 2 mois de la sortie, enfin 3 mois de la sortie des Trois Mousquetaires, dire que si le Astérix ne fonctionne pas, les films ambitieux ne verront plus le jour en France, Ouais. c'est quand même un petit peu fort de café de sa part, puisque voilà, 3 mois plus tard sort les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui lui a demandé aussi beaucoup d'argent et beaucoup d'ambition. Et c'est vrai que moi je dois avouer que depuis le mois de janvier, je trouve que le cinéma français a pris assez peu de risques au niveau de ses histoires, au niveau de sa réalisation. Et là, c'est le premier film français que je vois depuis le début de l'année qui vraiment prend des risques, que ce soit au niveau de son budget ou même au niveau de son histoire. Alors effectivement, Alexandre Dumas c'est connu, Les Trois Mousquetaires c'est connu, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on n'a pas vu de film de KPDP. Ça fait pas mal d'années que ce livre-là n'a pas été adapté. On a vu plein d'autres films réadaptés ces 10 ou ces 15 dernières années plusieurs fois avec des remakes. Donc je trouve ça vraiment osé, et voilà, encore une fois, il est bourré de qualité. Alors comme tu le disais au début, ce n'est pas parfait, aucun film ne l'est de toute façon. Même Everything Everywhere All at Once n'est pas parfait. Mais voilà, il faut avouer qu'il a énormément de qualité, surtout pour du cinéma français qu'on n'arrête pas de répugner depuis des années. Donc vraiment, laissez-vous tenter, allez voir ce film-là, et vous serez, à mon avis, comblé. Pour info, juste en quelques chiffres, hein, c'est 27 semaines de tournage consécutifs, les deux films. Énorme. Sachant qu'un film, en général, c'est 6 à 8 semaines. Donc là, on Ça est représente à la moitié d'une année. Ouais, c'est ça. Avec un budget aux alentours des 72 millions d'euros. Sachant que Astérix c'était 65. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça montre vraiment que Pathé investit et on espère que ça va fonctionner. Et moi, je sais que je vais retourner le voir. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, la demoiselle qui partage ma vie ne l'a pas vu. Elle a très envie de le voir et moi, j'ai très envie de le revoir. Mais vraiment. Ouais. Et ce sera un achat Blu-ray Day One. Parce que il faut soutenir aussi le format physique, on le répète. J'essaye de le faire régulièrement en achetant des Blu-ray. Et là, apparemment, il y aurait des belles éditions s'ils auraient joué aussi le jeu, point de vue Blu-ray. Ah, super. Donc c'est chouette et vivement Milady en décembre. Complètement, ouais. Et moi c'est pareil, je vais aller le revoir parce qu'il me manque des bouts, malheureusement. Je suis dû sortir de la salle pendant la séance, donc voilà. Mais ouais, ce sera avec grand plaisir que j'irai le revoir. On a fait le tour et on va tout de suite passer au petit écran. C'est l'heure de ta chronique télévision. Alors mon cher David, c'est parti, on va commencer comme d'habitude par les audiences qu'ont regardé les Français ces derniers temps, alors sachant qu'on a une semaine de retard. C'est ça, alors du coup, comme on a une semaine de retard, j'ai un peu synthétisé tout ça. Super. Parce que c'est difficile de vous donner 15 jours oui. d'audience. Mais je voulais revenir au vendredi 17 mars, alors c'était il y a 10 jours pour nous, au moment où on enregistre, avec le très très bon score de ce soir, c'est Palma Show sur TF1. Ah oui, on fait, attendait. 3,2 millions de téléspectateurs, sachant que les précédents divertissements de TF1 le vendredi étaient plutôt autour de 2,5, 2,6, 2,7. Bien. Alors, sachant que le dernier avait fait 4 millions... Ouais, c'est ça, mais on était en 2019. Ouais. Il y a 4 ans déjà, en janvier 2019. Là, c'est vraiment TF1 Pro d'ailleurs a tweeté et a fait un communiqué en disant qu'ils étaient extrement contents des audiences. C'était très drôle en même temps. Battu quand même par Captain Marlowe, mais en même temps Captain Marlowe, bon. c'est le rouleau compresseur. Mais moi j'ai vu ça en replay et je trouvais ça à mourir de rire. Très drôle. Je te l'ai dit l'autre fois, mais vraiment les vannes sur la télé. Enfin, j'ai adoré quand ils font le patron de Netflix et Disney+, qui disent en fait on va faire de la télé, sauf que bah là jusque-là c'était payant, c'était gratuit, mais maintenant ça va être payant. Mais les gens vont pas acheter ça. Si, je vous assure, ça sera de la télé, mais ça sera payant. Ça m'a beaucoup fait rire. Enfin, il y avait plein les gens disent qu'on est cons, mais c'est les gens qui sont cons. Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment, enfin moi je les adore. Ouais. Et
Et d'ailleurs, tu parlais du fait que sur Netflix, il devenait trop grand pour la série Stranger Things, et d'ailleurs, le Palma Show s'en moque dans un extrait de Stranger Things, justement, une parodie, où ils sont très très grands alors qu'ils sont censés avoir 15 ans. C'est ça, ouais, c'est très drôle. Et moi, je préfère le Palma Show, perso, dans ces formats comme ça. Ouais. La folle histoire de Max et Léon, et j'avais pas trouvé ça incroyable. Ouais. Et les vedettes, un petit peu mieux, mais je trouve que c'est plus dur de tenir leurs personnages comme ça sur des longs métrages, alors que là-dedans, mais c'est une écriture, enfin bref, c'était génial et je suis très content que ça ait marché. Le lendemain, sur Sister, les 12 travaux d'Astérix ont fait 319 000 téléspectateurs. Pourquoi je vous en parle? Parce que on compare forcément avec les Disney des semaines précédentes. Ouais. Donc c'est dans la moyenne. Pas si mal, c'est plutôt bien. Et le duel du dimanche soir de dimanche dernier, du 19 mars, est remporté par France 2. Une fois n'est pas coutume, c'est pas toujours le cas, mais là ça l'a été. Avec la Daronne qui a fait presque 4 millions de téléspectateurs. Super. On peut même dire 4 millions, hein, 3 994 000. Et qui a battu Wonder Woman 84. C'est donc un duel 100% féminin. Avec 3 594 000 téléspectateurs. Alors c'est un score très honnête, c'est 600 000 de plus que le premier Wonder Woman la semaine précédente. C'était en rediff. Mais rappelons que c'était une rediff, Wonder Woman 84 c'est un direct tout DVD, hein, on vous l'a rappelé la dernière fois. Et c'est plutôt correct, hein, puisque c'est beaucoup plus aussi qu'Ant-Man et la Guêpe qu'on a eu récemment. Vrai, tout à fait. Et c'est aussi au-dessus d'Avengers Infinity War et Endgame. Non. Alors que on aurait pu croire que Wonder Woman 84 ce serait un peu moins porteur. Est-ce qu'il est pas moins accessible par rapport aux plateformes aussi? Alors, il est sans doute moins accessible, il est moins long. Ah oui, rappelons que 3h30, 4 heures de film des dimanches quand le lundi matin faut aller bosser, c'est compliqué. Et puis aussi le fait que les gens sont pas dupes et savent que pour avoir vu Avengers Endgame, dans l'idéal, faut avoir vu les 15 films d'avant. Bien sûr. Wonder Woman 84, que je fais partie des rares personnes à apprécier. On est deux. C'est mieux d'avoir vu le premier, c'est beaucoup mieux même parce qu'il y a cette histoire avec Steve qui revient, mais sinon, ça peut aussi s'apprécier comme un film de super-héros un peu psychédélique comme ça, donc en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant pour France 2 et pour TF1 qui ont fait des très bons scores ce soir-là. Et puis, un peu après, Un homme à la hauteur sur W9, 700 000 et Un pont trop loin, 923 000 sur Arte. D'ailleurs, je savais pas, la Daronne, c'est le même réalisateur que La Syndicaliste. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils ont surfé là-dessus, c'est que c'est le même réal, en fait, qui travaille de nouveau avec Isabelle Huppert. Un petit mot pour vous dire que ce vendredi 24 mars, pour nous, c'était il y a quelques jours seulement, le carton du foot sur TF1 avec 7,8 millions pour un match France-Pays-Bas de qualification à l'Euro. Donc c'est un match avec relativement peu d'enjeux. En général, c'est des types de matchs qui font entre 5 et 6 millions. Et là, 7,7. C'est un gros carton. Alors c'est le premier match depuis la Coupe du Monde. On sait que la Coupe du Monde a été très porteuse avec une équipe de France en finale. Ce soir, alors on enregistre, il y aura Irlande-France. Donc de nouveaux matchs éliminatoires à l'Euro sur TF1. Avec en plus on va dire une sorte un petit peu de tension puisque c'est la première fois depuis 2009 que la France va jouer en Irlande et rappelons que la dernière fois en Irlande en 2009 c'est Thierry Henry qui avait marqué de la main et qui avait passé la balle de la main on va dire qui avait permis de marquer et à cause de cette main l'Irlande n'avait pas été qualifiée à la Coupe du Monde et nous si donc les Irlandais sont hyper revanchards, ils attendent vraiment donc je pense grosse ambiance. Enfin, vous le savez déjà, sans doute, si vous aimez le foot, puisque le podcast va pas sortir aujourd'hui. Néanmoins, voilà, à voir ce soir sur TF1. On va surtout guetter les chiffres, voir si 7-7, je suis pas sûr que ça fera autant, parce que c'était vendredi. Donc le lendemain, les gens sont plus enclins à regarder la télé. C'était à domicile, on sait que ça fait toujours un peu plus d'audience. Et les Pays-Bas sont un adversaire un petit peu plus, j'allais dire un petit peu plus qualitatif, un peu plus fort, même s'ils ont perdu 4-0 que l'Irlande. Donc, à voir. Et du coup, ça a mécaniquement baissé Captain Marlowe à 3,8 millions de téléspectateurs, mais c'était une rediff. Ah oui, donc ça reste très bien. Et à noter que si on ajoute le score d'audience de TF1 et de France 2, on est à 54% de part d'audience. Ah la vache. Alors ça, je l'avais remarqué et je l'avais noté sur ma feuille et j'ai entendu que ce matin sur Culture Média ils l'ont dit. Donc on vous le dit aussi ici, ça veut dire que à 2 chaînes, ils ont fait plus que les 25 autres et c'est rarissime. Bah oui. En général, c'est plutôt pour arriver à 54%, il faut 3, 4, 5 chaînes et là, 2 chaînes suffisent. À faire, sur les gens qui étaient devant leur télé, il y en avait une sur deux qui était sur TF1 ou sur TF1 ou sur France 2, c'est énormissime. Et enfin, le duel du dimanche soir qu'on ne vous avait pas annoncé puisqu'on n'était pas là la semaine dernière. Ne manquez pas de mordant, puisque à la première position, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce jeu de mots? À la première position, c'est donc The Good Criminal, avec 4 100 000 téléspectateurs. Okay. Non, c'est mordant par rapport à... Ah oui, d'accord, je croyais que t'allais me citer un film où il y avait du mordant, je m'attendais à un Twilight ou un truc comme ça. Parce que t'as eu du mordant mardi dernier. Ah oui, d'accord, voilà. Ok. C'est The Good Criminal, à 4 100 000 téléspectateurs, donc premier, largement premier. Alors, c'est un
un excellent score. C'est pas stratosphérique, parce qu'on n'est pas forcément à des niveaux de films avec Liam Neeson ou Bruce Willis sur des rediffs, mais 4 100 000, ils sont larges leaders. Ah bah oui. Et à la deuxième place, c'est quand même Miss sur France 2 qui fait 2,7 millions. C'est pas si mal. C'est pas mal du tout. On s'attendait à moins. On avait un petit peu peur que ça fonctionne un peu moins bien. Eh bien non, c'est bien eux à la deuxième place, donc 4 millions pour The Good Criminal, 2,6 pour Miss. À la troisième place, c'est Zone Interdite qui fêtait ses 30 ans hier, et c'était assez intéressant puisque il y avait le Zone Interdite qui reprenait, on va dire 50 ans d'évolution homme-femme. Donc on voyait plein de clichés à l'époque, voir comment ça a évolué, puis après on avait le droit à une partie plus documentaire sur les 30 ans de cette émission, dont on rappelle que le générique est chanté par Michel Jonas. Quand on écoute le Zone Interdite, ben c'est lui en fait qui chante. C'est fou. Il a écrit le générique et il le chante lui-même. C'est génial. Et à l'époque, le credo d'M6, il faut rappeler que c'était de mettre donc Zone Interdite et Capital face au film du dimanche soir des autres chaînes, et que tout le monde les prenait pour des fous, et leur slogan c'était la réalité plus forte que la fiction. Pas tout à fait le cas, puisque les films les battent quand même pratiquement tous les dimanches, mais c'est un carton d'audience en alternance Zone Interdite et Capital. Et puis enfin, La Ligne Rouge sur Arte à la 4e place, le film de Terrence Malick qui a attiré 880 000 téléspectateurs. C'est pas si mal, et on se demandera toujours qui fait la voix du Balumba de Culture Pub. Ah, ça, c'est vrai. Grand mystère, grand mystère. Bah écoute, on va continuer avec la télé gratuite qui ne l'est pas vraiment, puisque TF1 décide d'augmenter ses prix. Mais lesquels ? Alors, évidemment, TF1, vous allez me dire, c'est gratuit. Bah oui, c'est gratuit, mais pas MyTF1, sa version, on va dire, sans pub. C'est vrai, MyTF1 Max, qui coûte actuellement 2,99 par mois et qui va passer à 4,99 par mois. Donc c'est quand même une augmentation qui n'est pas négligeable. 2 euros par mois. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est 2 euros, mais si on prend, comment dirais-je, si on prend en pourcentage, bah ça on double presque. Donc ça passe à 4,99 par mois. Mais en fait, ça va être une redite de salto, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir les épisodes, notamment des séries phares. Ici tout commence et Demain nous appartient. D'ailleurs, Demain nous appartient, on en parle assez peu, mais la série commence à franchement se casser la gueule point de vue audience. Ah. Ça baisse. Demain nous appartient, c'est le deuxième, celui de 19h. C'est celui avec les cuistots. Non, ça c'est Ici tout commence. D'accord, ok, très bien. Demain nous appartient, c'est l'autre. Je sais pas vous dire de quoi ça parle, mais ça fait une petite révolution quand ça a été mis à l'antenne, parce que jusqu'à présent, ça faisait des années que c'était des jeux sur TF1. Dans cette case, et Scoop, TF1 est en train de tester des pilotes de jeux qu'il pourrait mettre à la place de Demain nous appartient si jamais ça ne fonctionnait pas. Tout ça est un cycle. Ouais, c'est ça. Alors ici tout commence assez paradoxalement cartonne avant sur les cuisiniers là, comme tu disais, peut-être parce que le sujet était peut-être un peu différent. Demain nous appartient, je pense que c'est à la plus belle la vie, c'est plus des pérégrinations un peu différentes. Sur France 2, c'est Un si grand soleil. Bravo. Voilà. On peut vraiment pas te piéger. Et du coup, MyTF1 va donc proposer pour 2 euros de plus par mois les épisodes en avant-première, et c'est un forfait sans pub. C'est important parce que si vous avez déjà essayé de regarder des programmes sur MyTF1, c'est une horreur. Si vous n'avez pas un bloqueur de pub, que vous passez pas par un ordi, c'est terrible. Et via MyCanal, on sait que MyCanal, ils n'ont pas le choix que de diffuser les pubs. Et quand je regarde un programme de TF1, des fois c'est terrible. Il y a plus de pubs qu'à la télé en fait. C'est que sur MyTF1, on va arriver à un niveau de plus de pubs que de le regarder en direct. Donc c'est assez. Parce qu'il n'y a pas de législation en fait. Ouais, c'est ça en fait. Ils passent leur pub et tac et ça coupe et il y a une pub et il y a 6 pubs et il y a 8 pubs et c'est ça, etc. Et là avec MyTF1 Max, bien sûr, pas de pub. Rappelons qu'aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, lundi 27 mars, c'est la date officielle de la mort de Salto qu'on va enterrer ce soir. Et on profite pour vous annoncer, vous avez peut-être vu passer l'info que Molotov va essayer de surfer sur la fin de Salto, puisqu'il propose, alors c'est plutôt cool pour les gens qui avaient Salto, 1 an d'abonnement à Molotov gratuit sur présentation d'un justificatif. Vous avez jusqu'au 2 avril, et si jusqu'au 2 avril vous présentez une facture de Salto, eh bien il vous offre Molotov pendant 1 an. Génial. Donc c'est plutôt chouette. Ah, c'est chouette, c'est sympa. D'ailleurs aujourd'hui c'est une date importante puisque Jean-David Blanc, c'est le directeur de Molotov, annonce qu'ils ont passé les 3 millions d'utilisateurs pour Molotov. C'est super. Et une hausse de 420 000 abonnés payants au 31 décembre dernier. Donc, sachant qu'ils sont toujours en difficulté avec certaines chaînes, qui leur fait vraiment des misères, et c'est chouette qu'ils soient toujours là. C'est pas toujours simple, sachant qu'ils devraient, des rumeurs comme quoi elle pourrait changer de nom prochainement suite à une fusion avec une autre plateforme, elle restera bien Molotov cet été et elle va donc encore s'étoffer. Les tarifs risquent d'augmenter un petit peu, mais en tout cas, c'est vrai que la plateforme Molotov espère vraiment tirer profit de la mort de Salto, parce que une fois que les gens auront découvert ça, peut-être qu'ils vont
qui vont y rester plus longtemps. C'est vrai que moi, Molotov, j'aime bien. J'avais pris mon mois gratuit cet été pour avoir accès à des chaînes en plus que j'ai pas dans mon abonnement Canal. Mais avoir les deux, c'est vraiment redondant sur ce qu'est les chaînes. C'est plus ou moins les mêmes chaînes. Alors, il y en a en plus sur Canal, il y en a en plus sur Molotov, mais ça méritait pas que j'y reste abonné. Ça permet peut-être d'avoir une sélection un petit peu plus restreinte, peut-être payer moins cher pour moins de chaînes, mais du coup être un peu plus ciblé, quoi. Ouais, alors ce qui est assez sympa, c'est que vous avez cette fonction d'enregistrement sur Molotov, tout à fait, ouais. qui est limitée suivant votre type d'abonnement. Vous pouvez enregistrer les programmes et les revoir. Et du coup, ce qui permet aussi à Molotov de proposer, par exemple en rediffusion, les films de TF1, de M6 qui ne sont pas disponibles sur MyCanal, par exemple. Donc voilà une news un peu fourre-tout entre guillemets, mais sur les dernières tribulations de la mort de Salto qui entraîne une hausse du prix de TF1, de MyTF1 Max en l'occurrence, et puis des abonnés qui pourront avoir Molotov. Sachant que MyTF1 propose des films, hein, maintenant. Vous avez par exemple le premier Spider-Man de Sam Raimi qui a été diffusé du coup il y a quelques temps, qui est disponible pour l'instant et qui sera disponible jusqu'à la diffusion du deuxième Spider-Man, qui lui aussi sera disponible pendant une semaine ou deux. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que ces plateformes-là, on en parlait en off, tout doucement, avec la mort de Salto, les plateformes de TF1, les plateformes d'M6 vont essayer de copier Salto, mais chacun de leur côté, ce qui n'est pas pour arranger les gens qui en ont un peu marre d'être abonnés à 36 plateformes différentes. C'est vrai que Salto permettait de rassembler tout ça. Malheureusement, encore une fois, la communication était assez mal fichue pour Salto, qui n'a pas eu le destin qui méritait. Et en fait, je pense que c'est même au-delà de ça, c'est que c'est ce qui a entraîné la fin de Salto. C'est que les chaînes se sont rendues compte qu'elles avaient plus à gagner en faisant leur propre service de leur côté. C'est notamment le cas de M6, hein. C'est M6 et TF1. On rappelle que France Télé, ils ont dit ok, on arrête parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout seuls. Ça avait plus de sens. Et que France TV, la plateforme cartonne, et on est vraiment ravis que ce soit le cas. Maintenant, oui, c'est ce qui a entraîné la fin de Salto, c'est que les chaînes avaient plus à gagner à développer leur propre marque. C'est le cas de MyTF1 et de Sisplay. On passe du côté de chez Canal, qui va devenir le diffuseur officiel du festival Cannes Série. Ouais, alors le festival de Cannes Cinéma, on sait qu'ils ont perdu les droits, Canal, hein, au profit de France Télévisions. D'ailleurs, on avait trouvé la couverture super chouette l'an dernier de France Télé. Mais celle de Canal était très bien aussi également. Hein. Et à partir du 14 avril, eh bien, il y aura la 6e édition du Festival International Série de Cannes. C'est le même principe que pour le cinéma, des séries en avant-première. Alors, la cérémonie d'ouverture sera sur Canal, évidemment pas les séries, c'est le principe. Et en fait, c'est une cérémonie vraiment, on va dire, internationale qui réunit les plus grands acteurs du marché, puisque vous n'avez évidemment pas que des séries MyCanal. Hein. Là, je différencie vraiment la plateforme Canal et la chaîne de télé Canal+, qui via Canal+, et sa chaîne Canal+ Série, on n'oublie pas également, hein, c'est une chaîne de l'offre, va proposer donc de découvrir toute l'actualité série via ce festival. On sait qu'il y aura des grands noms, hein, que c'est d'ailleurs Apple TV qui va faire l'ouverture de ce festival, comme quoi c'est pas forcément Canal qui promeut Canal, et ce sera Camille Chamou qui sera la maîtresse de cérémonie. Et Camille Chamou, c'est une actrice, alors qu'évidemment beaucoup ont retenu ces dernières années pour son rôle de Chataléré dans La Flamme et le Flambeau, mais qu'on a vu dans tout un tas d'autres films. D'ailleurs, je l'avais beaucoup aimé dans Premières Vacances, avec Jonathan Cohen, c'était chouette. Où ils partent tous les deux en Bulgarie en vacances. Alors qu'ils se connaissent pas, c'est ça. Ouais, alors qu'ils se connaissent pas, voilà. C'était un film sorti il y a quelques années. Et elle dit que vraiment elle a hâte de pouvoir présenter cette série, ce festival, parce qu'elle est une grande sérivore, et qu'elle va avoir, on va dire, ces temps de one-woman show devant le public. Donc ça débutera le 14 avril. Et toute l'actualité série, donc, ce sera à suivre sur les antennes du groupe Canal. C'était chouette. L'année dernière, ils avaient présenté, je me souviens, Halo, en avant-première. Voilà, donc il y avait eu vraiment des grosses séries. Et puis Apple TV qui fait la part belle, hein, qui ont de très bonnes séries, donc c'est chouette de les avoir en avant-première. C'est clair. Et je crois que les accréditations sont assez simples à obtenir. Donc si vous voulez y aller, alors je sais pas si c'est encore ouvert, mais je sais que une de nos amis de podcast avaient réussi à y aller l'année dernière et qu'elle s'était bien amusée en tout cas là-bas, et voilà, c'est un peu la même ambiance que pour le Cannes film. Je pense qu'un jour ça se tente d'aller faire un petit tour avec ça pourrait être sympa de faire un petit Critflix quotidien, dis donc. On essaiera peut-être. On quitte la télévision, on part sur les radios, et plus précisément du côté de Médiamétrie qui répond à quelques critiques. Alors c'est Yannick Cariou qui est le PDG de Médiamétrie qui était pas très content, parce que ces dernières semaines on a beaucoup critiqué la manière avec laquelle on mesure les audiences radio en France. Rappelez-vous hein, que la télé en fait c'est via les audiences box, via les audiences des décodeurs que vous avez, enfin notamment via les plateformes, MyCanal par exemple, ou des petits boîtiers médiamétriques, un panel
très représentatif de la population française à chez lui, et donc on peut avoir comme ça les audiences. Mais la radio, c'est complètement différent. La radio, en fait, c'est par sondage. C'est-à-dire quand on vous téléphone, un jour, Médiamétrie vous appelle, moi ça a été mon cas en 2017. Médiamétrie vous appelle et vous dit voilà, pendant un mois, il va falloir remplir un fichier, une sorte de fichier Excel en fait, qu'on vous envoie un lien sur la plateforme Médiamétrie en disant j'ai écouté la radio de telle heure à telle heure en faisant telle chose. Donc j'ai écouté de 8 à 9 Europe 1 en allant au boulot, puis j'ai écouté Fusion FM, notre radio locale, pendant ma journée de taf parce que je pouvais me le permettre, puis le soir j'ai écouté RTL en rentrant, bref. C'est assez fastidieux parce qu'il faut faire... Moi, ça me prenait bien 20 minutes tous les soirs. Ah oui, quand même. Parce que même quand on n'a rien écouté, ça va vous dire, vous allez pas taper genre j'ai écouté ça, ça veut dire qu'avez-vous fait de 6 à 9. Plus précisément, un test de 6 à 7, de 7 à 8. Et après, deuxième partie, 9 à 12. Et après, 12 à 15. Et 15 à 18. Donc même quand vous regardiez, vous aviez pas écouté la radio de la journée, vous deviez à chaque fois aller dans les sous-parties pour dire que vous n'aviez pas écouté. C'est assez fastidieux. À la fin, il y avait des cadeaux à gagner quand même, et moi je n'ai pas gagné. Et alors moi, comme je suis passionné de médias, j'ai trouvé ça plutôt hyper intéressant. Mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçu parce que c'était des bons d'achat Amazon ou des choses comme ça. Et bref. Et dans une interview au Figaro, donc Yannick Cariou, le président de Médiamétrie, dit qu'il entend un peu partout des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faudrait améliorer le système, qui ne serait plus adapté. Mais il défend fermement sa mesure d'une grande qualité, même l'une des plus contrôlées de France. Il déplore dans cet entretien que les critiques veuillent mesurer les 900 radios françaises à la même manière que les chaînes de la TNT. Il dit c'est oublier une réalité économique. Je cite, « Le marché publicitaire radio fait un peu moins de 700 millions d'euros. Or, en radio, la grande dispersion géographique des stations et la multiplicité des profils sociologiques et des situations de vie obligent à constituer un énorme échantillon pour disposer d'une mesure fiable de la consommation radio. » En clair, le marché radio, il est beaucoup trop petit et divers pour un investissement aussi coûteux. C'est vrai qu'on va prendre un exemple tout bête chez nous, ici à la frontière entre la Saône-et-Loire et l'Allier, on sait qu'on a une radio locale qui s'appelle Fusion FM et qui cartonne. Mais si dans votre panel, vous avez assez peu de gens de Saône-et-Loire et de l'Allier, elle va avoir un score qui risque d'être très bas. Je suis pratiquement sûr que c'est la radio la plus écoutée de par chez nous. Elle a beaucoup, on rend hommage au président de notre cinéma, qui a été président de la radio à une époque, mais depuis qu'elle est devenue une radio commerciale et pas associative, elle cartonne, elle s'est étendue dans toute l'Allier et la Saône-et-Loire. Mais ça dépend de votre panel. On rappelle aussi une des failles du système, c'était en 2016, Fun Radio, qui avait demandé aux auditeurs de tricher, qui avait dit si Médiamétrie vous appelle, dites que vous nous écoutez tout le temps, toute la journée, etc. Et c'est un fait unique et qui ne s'est jamais revu depuis, c'est que Fun Radio avait été exclu des audiences. Ils avaient eu de facto 0. Donc, ce qui avait été catastrophique pour leur marché. Alors, Médiamétrie a lancé en septembre une mesure automatique sur un panel de 5000 personnes qui prend en compte le digital. Donc, Yannick Cariou dit que c'est un outil très utile qui vient renforcer la mesure traditionnelle. La vraie modernisation de la radio n'a rien à voir avec un match entre mesures déclaratives versus automatisées, ce n'est pas le bon feuilleton. Il faut en réalité unifier une mesure hybride et plus globale de l'audio qui couvre tous les formats, dont les podcasts, c'est important de les compter également. Aujourd'hui, près d'un quart de l'audience radio est sur un appareil numérique qui accède à tout l'audio, pas simplement au linéaire. Donc on est sur une mesure qui suit un peu le chemin de la télévision, mais qui en est encore loin, et c'est vrai qu'on comprend qu'on peut pas évaluer 900 radios comme on fait pour 27 chaînes de télé. Et maintenant, un autre chantier de médiamétrie, ça va être les audiences des plateformes, puisque les plateformes ne divulguent pas leurs audiences, sauf quand elles sont très bonnes. On dit regardez un peu comme Le Seigneur des Anneaux a marché, comme LOL a marché, comme Stranger Things a marché. Et en fait, du côté de médiamétrie, on dit qu'on va compter les audiences que les plateformes le veuillent ou non. C'est-à-dire que les plateformes, elles ont leurs chiffres. Il suffirait qu'elles disent ça marche, ça marche pas, ça fait tant de millions. Et comme ils ne le font pas, Médiamétrie va s'en charger et va vérifier les gens qui sont sur Netflix, dans ses interviews, dans ses panels. Est-ce que vous avez été sur Netflix, est-ce que vous avez regardé tel programme, pour avoir eu des chiffres d'audience. Donc ça risque d'être assez intéressant également. D'ailleurs, j'ai entendu une interview, si ça vous intéresse, sur l'émission Popcorn, qui est présentée par Domingo, donc quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en médiamétrie, qui avait été interviewé, et qui disait qu'en fait, le boîtier, Prime avait commencé à intégrer. C'est un peu compliqué, j'ai pas tout compris, mais en gros, le boîtier médiamétrie peut capter un son inaudible en fait, une fréquence, d'accord, qui est produite par le programme.
que vous Ouais. êtes en train de regarder, qu'elle soit sur TF1 ou autre chose. Et Prime Video est en train d'inclure cette fréquence à D'accord. ses programmes, à certains de ses programmes, pour, à l'avenir, autoriser Médiamétrie à lire via le boîtier le programme que regardera la personne. Il faut savoir aussi qu'il y a le temps de choix du programme qui est compté, qui est pris en Bah compte. oui. Parce que sur une télévision, même si vous restez que 3 minutes sur une chaîne, vous êtes resté 3 minutes sur une chaîne et Médiamétrie est au courant. Oui. Quand vous restez dans le menu de Netflix ou le menu de Prime, le temps de choisir votre film, vous ne faites rien d'autre, vous ne regardez pas le programme en gros. Ouais. Donc c'est très compliqué de choisir, c'est très compliqué. Il faut bien comprendre que Médiamétrie, ils ont énormément de difficultés pour essayer d'avoir le panel le plus juste possible. Et que sur toutes les personnes qui ont le fameux boîtier télévisuel chez eux, c'est un panel extrêmement précis qui est sélectionné. Hein. C'est vraiment... Et si ne serait-ce que parce que votre enfant est parti de la maison ou parce que vous avez décidé de changer d'animal de compagnie, vous pouvez vous faire retirer le boîtier parce que vous ne correspondez plus au panel. Donc voilà, c'est vraiment... Médiamétrie, c'est quelque chose de très précis. Et on les remercie d'ailleurs pour ça, c'est que c'est un métier qui vraiment est fait avec énormément de conviction. Donc franchement, je trouve ça très très intéressant. Et tous les matins, bon, il y a des fois des petits bugs, hein, on en entend parler à droite à Bien gauche, sûr. mais tous les matins à 9h, il y a toutes les audiences. Alors, nous ne sommes pas médias affiliés Médiamétrie, mais pourquoi pas un jour, parce qu'on aimerait bien avoir les courbes. J'ai entendu les chiffres, ça coûte cher quand même pour être affilié. Rêvons. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir les courbes et de savoir si si la nuit, les audiences, c'est assez intéressant d'avoir tout ça, par exemple danse de nuit, de journée, etc. Ouais, je suis d'accord. Donc on vous aime beaucoup Médiamétrie. Oui. Voilà. Si vous avez un code promo, hashtag Critflix, si vous voulez qu'on vous fasse de la pub, même si vous en avez pas besoin. En tout cas, on est là. Eh ben écoute, en parlant des audiences, on va rester là-dessus, et on va finir avec nos fameux records, la saga de l'été, même si on n'est pas en été, la saga de l'hiver-printemps, où tu nous parles des fameux records des chaînes, et là on est à la 3e partie. Ouais, 3e partie du record d'audience des chaînes, alors beaucoup de sport, hein, d'après ce que je vous ai dit les dernières fois. C'est vrai qu'on a toujours beaucoup de sport. Ouais, mais là ça va beaucoup changer, puisqu'on va passer tout simplement sur des chaînes qui ne diffusent pas ou peu de sport, et du coup, leurs records vont être un petit peu différents. On vous rappelle que la meilleure audience de tous les temps, c'était le 18 décembre dernier, sur TF1, avec ses 24 millions de téléspectateurs, 81% de part d'audience. C'est fou. Faut quand même le rappeler, parce que ça reste fou. Hein. Et tu dis qu'il y avait 19% des restants qui ne regardaient pas le foot. Qui ne regardaient pas le foot, qui regardaient d'autres choses quand même, c'est important de le noter. Sur France 2, c'était 18 millions aussi pour l'Euro 2000, France 3, et 14 millions pour l'Euro 2004, Canal+, c'était les Césars. Et là, donc, la dernière fois, on s'était arrêté avec beaucoup de sports, hein, puisqu'on vous avait dit M6, l'Euro, C8, la Ligue des Champions, W9, la Ligue Europa, et TMC, le championnat du monde de handball. On va aller donc aujourd'hui sur les 5 chaînes suivantes, TFX, Énergie 12, la chaîne parlementaire, France 4 et BFM TV. Et on va enfin rencontrer du cinéma, puisque le record d'audience de TFX, ex-NT1, hein, la chaîne numéro 11 de la TNT, on n'a pas oublié que ça s'appelait NT1, eh bien son record, elle l'a fait à l'époque où elle s'appelait encore NT1 d'ailleurs, c'était le 19 avril 2012, elle avait diffusé le film La mort dans la peau. C'est assez dingue de se dire qu'en fait c'est un film de la fameuse saga Jason Bourne avec Matt Damon. C'est le deuxième. Alors, la mémoire dans la peau, c'est le premier. La mort dans la peau. La vengeance dans, la vengeance dans la peau, c'est le troisième, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je les ai vus, mais je me souviens plus l'ordre, mais ça doit être ça. C'est dommage parce qu'aux États-Unis, ça s'appelle Bourne 1, Bourne 2, ouais, Bourne 3. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, ils avaient fait 1,9 million. Ah. Alors, c'est énorme, hein. Enfin, vous allez dire, vous t'as dit tout à l'heure qu'il y avait eu 20 millions, mais oui. Mais TFX, quand on vous donne les chiffres de TFX toutes les semaines, ils sont jamais au-dessus du million. Non. Ils sont toujours entre 500, ils font autour de 700-800 avec Spider-Man en ce moment. Mais 1,9 million pour une chaîne qui fait jamais 1 million, c'est énormissime. Ils se sont réveillés le matin, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça, ouais. J'imagine de voir la chaîne aussi haute. Et ensuite, Énergie 12. Énergie 12 aussi avec du cinéma. Qui fait 1,8 million. Donc c'est vrai que l'Énergie 12, on les voit jamais passer le million non plus. Et même on les voit pas dépasser grand chose en ce moment. Ouais, c'est ça, parce qu'en ce moment, on les voit même plutôt peiner à dépasser parfois. On vous aime bien Énergie 12, hein, comme Médiamétrie, on vous aime bien aussi. Bien sûr, mais c'est vrai que des fois, ils ont du mal à passer les 100 000, 200 000. Ouais. Et avec 1,8 million, avec le 21 mai 2013, donc il y a 10 ans, Fast and Furious 4. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup des Fast and Furious. Et du coup, je pense que TF1 devait avoir eu les droits depuis un petit moment, puis les avait lâchés, et là, ils ont récupéré le 4. Ils avaient fait 1,8 million. Donc c'est quand même pas rien. Mais faut savoir, alors je passe sur un autre sujet, mais j'écoute Énergie en ce moment parce que la radio me le permet.
Et c'est fou, ils font de la pub pour faire de la pub sur Énergie 12. Ouais. En expliquant que Énergie 12 est quand même assez forte au niveau de tel âge, et qu'ils font de la pub pour Énergie 12 en disant vous avez des séries cultes sur Énergie 12. Alors j'avoue que moi de temps en temps je me cale sur Énergie 12 pour regarder The Big Bang Theory, Modern Family. Et ben c'est ce que beaucoup de gens le reste de la journée, c'est vrai que c'est quand même pas fou. J'avoue que je suis pas du tout, je connais pas du tout Big Bang Theory, mais j'ai plein d'amis qui adorent ça. Et encore une fois, c'est le Friends de notre génération. Ouais, j'étais chez un ami l'autre soir. Et en fait, en fond, il avait laissé Énergie 12. C'est ça. Et un samedi soir, parce que je crois qu'ils sont en prime time aussi. Samedi soir. C'est en prime time le samedi soir. Et c'est vrai que quand on sait pas regarder quoi regarder avec ma femme, au lieu de se caler pendant 2 heures sur une vidéo YouTube, et ben du coup, on regarde ça et on laisse défiler parce que finalement, il y a 12 saisons. Donc il y a toujours un épisode que t'as pas vu ou un épisode dont tu te souviens plus, donc c'est vrai que ça reste quand même. Et quitte à digresser un petit peu, hein, on parlait d'Énergie 12, je rappelle que Énergie 12 et Chérie 25 ont leurs fréquences qui vont bientôt se renouveler, et qu'il y avait des rumeurs qui disaient que peut-être ils ne souhaiteraient pas le renouveler pour se reconcentrer sur la radio. Et le patron du groupe Énergie a bien confirmé qu'il souhaitait continuer de s'engager sur la télé. Mais c'est pas encore pour maintenant, hein, donc il a le temps de changer d'avis. Sachant que Dans la brume avait fait 300 000 téléspectateurs, j'ai regardé, parce que j'ai regardé Dans la brume du coup. Ah super. Ouais, c'était chouette, j'ai pas pu voir la fin malheureusement, mais ouais, en tout cas c'est un joli, c'est un beau film de science-fiction française. La chaîne parlementaire, t'es souvent dessus, hein. Ah bah numéro 13. Tout le temps. Alors ma télé s'allume sur celle-là. D'ailleurs, comme les chaînes info, on n'a pas forcément les audiences le matin, elles sont pas dévoilées par les médias. À ton avis, c'est quoi le record d'audience de la chaîne parlementaire? J'aimerais bien essayer de te faire deviner un chiffre. J'aimerais bien qu'ils aient de passer le million quand même, ça serait quand même sympa pour eux, mais ça m'étonnerait. À mon avis, on doit être plutôt aux alentours des 500 600 000. Et si je te disais 3 600 000 téléspectateurs? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme programme qui a mérité 3 millions de spectateurs? 600 000 téléspectateurs sur la chaîne parlementaire. C'est parce que les autres chaînes étaient en panne. Non, c'est pas parce que les autres chaînes étaient en panne. Eh bien, figurez-vous que, aussi curieux que ça puisse paraître, la chaîne parlementaire avait passé Fast and Furious 6. Non, c'est pas vrai. La chaîne parlementaire avait diffusé le 5 octobre 2011 le débat de la primaire socialiste à la présidentielle. Il y avait cette fameuse primaire dans laquelle Dominique Strauss-Kahn avait été auto-exclu du fait de ses frasques aux États-Unis. Et en fait, il y avait donc plusieurs candidats, c'est François Hollande qui en était sorti vainqueur. Et le principe, c'est qu'il y avait 3 débats. Un sur BFM, un sur France 2 et un sur la chaîne parlementaire. D'accord. Et donc ils avaient fait, c'est quand même incroyable de vous dire ça, mais 3 600 000 téléspectateurs ce soir-là, 12,3% de part d'audience. C'est fou. France 4, une chaîne que moi j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup France 4. Qui a failli disparaître et qui a été sauvée par l'exécutif, par Emmanuel Macron, qui avait déclaré qu'il avait sauvé la chaîne en fait grâce au confinement, hein, rappelons-le. Elle aurait dû disparaître, mais en fait c'est devenu Culture Box. Donc elle est en journée France 4, elle est en soirée Culture Box, et elle diffuse aussi beaucoup de programmes de sport en partenariat avec France 2 et France 3 bien sûr, et c'est donc du sport, hein. Le record d'audience, on est le 8 février 2014 avec l'épreuve de ski acrobatique des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, avec 2,3 millions de téléspectateurs. Parce que les Jeux Olympiques, hein, c'est là où le curling, le ski acrobatique font des records d'audience. On les voit pas, ou presque le reste de l'année, enfin on les voit sur des chaînes câblées, bien sûr. Mais là, gros record, 2,6 millions. Et enfin, sur BFM TV, c'est la dernière chaîne dont on va vous parler aujourd'hui, 5 500 000 téléspectateurs en 2017 pour la présidentielle. Il y avait eu un débat le 4 avril, donc juste avant le premier tour, avec tous les candidats, ou presque, enfin les 11 candidats à la présidentielle qui avaient été là. Non, je crois qu'il y avait tous les candidats. Ils étaient bien 11 en 2017, hein. C'est en 2022 qu'Emmanuel Macron, à l'image de ce qu'il fait avec la réforme des retraites, avait refusé de débattre. Tu pourras le couper, ça. Non, je le coupe pas. Non. Non, mais j'assume complètement ce que j'en pense. Mais donc, effectivement, 5 500 000 téléspectateurs pour ce débat juste avant les élections. La semaine prochaine, on ira faire un tour du côté de CNews, C-Star, Gulli, TF1 Série Film et la chaîne L'Équipe. On s'enfonce, hein. On s'enfonce, là. On s'enfonce, mais on va avoir encore des scores bien au-delà du million. Bah écoute, j'ai hâte d'entendre cette 4e partie, du coup, franchement, c'est hyper intéressant de voir comment les chaînes arrivent à se débrouiller, et parfois pas se débrouiller du tout, c'est-à-dire que c'est de la chance. C'est de la chance, en fait. C'est assez surprenant de voir pourquoi TFX fait 1,9 million avec La mort dans la peau. C'est ça, tu t'es dit que les autres films devaient pas être qu'il n'y avait pas de programme de folie, et donc du coup... Oui, alors je sais pas à quel jour de la semaine c'était. Alors, est-ce qu'il y avait 27 chaînes aussi à l'époque? C'est peut-être ça aussi. Est-ce que moins de chaînes amène forcément... Parce que je sais que France Info, par exemple, t'arrivais plus tard. On est en avril 2012, donc il n'y avait pas la TNT HD, c'est-à-dire qu'il y avait
que 18 chaînes. Ça s'arrêtait à Gulli. C'est déjà pas mal. Mais il y avait pas TF1 Série Film, la chaîne L'équipe, Sister qui en fait Chaîne 25. voilà, disperse quand même beaucoup Ouais. l'audience. Hein. Complètement. Eh ben écoute, on va entamer la dernière partie de notre émission, comme toutes les semaines, avec le programme, ce qui nous attend sur les jours à venir, à partir de samedi. Oui, alors j'ai même un petit peu anticipé, si tu m'en veux pas, si tu vas pas me mettre... Fais donc, anticipe autant que tu veux. Alors, je suis en train de regarder... On est un podcast d'anticipation. Ouais, je suis en train de regarder justement le record de... Quel jour de la semaine c'était? Le record de TFX, c'était un jeudi soir. Ah bah, Ils ont fait leur 1,9 million. J'ai un petit peu anticipé, puisque comme on n'était pas là la semaine dernière, je vous ai pas parlé des programmes cette semaine, donc j'ai commencé, pour te mettre un petit peu la pression pour le montage, j'ai commencé à mercredi 29 mars. Oh, Donc éventuellement, si jamais tu veux enregistrer, mais sinon tu pourras me couper au montage, bien sûr, non, mais de la même manière qu'un chien t'a coupé les doigts. Le mercredi 29 mars, donc, en plus c'est pour toi que j'ai mis le mercredi 29 mars, puisque Energy 12 va diffuser John Wick. Ah, alors, c'est lui qui a récupéré les droits du oui, coup. c'est alors On se demandait. Ouais, c'est Energy 12, donc notre chaîne dont très on parle. bien. Bah peut-être que je serai devant parce que j'ai jamais vu John Wick, mais première partie de soirée, donc peut-être version censurée. Le premier était peut-être pas moins de 12. Ouais, à vérifier. À vérifier. Et John Wick qui vont affronter les Tuches. 3 sur TMC. John Wick contre les Tuches. Ouais, alors ça, alors d'ailleurs Jean-Paul Rouve, qui est Jeff Tuche dans le Palma Show en Tipiac là. Oh là. C'était à C'était mourir de terrible, rire. À mourir de rire. C'était génial. Bref, ça c'était une petite introduction, c'était nos petits hors-d'œuvre. Mais je suis content qu'on enregistre quand même cette semaine pour vous parler donc de la semaine en cours, parce que le jeudi 30 mars, il va y avoir un truc assez incroyable. Vous savez qu'en général, les deux grosses chaînes de la TNT les plus puissantes, hein, c'est W9 et TMC, elles se font toujours la guerre à coups de film le lundi, Ouais. à coups de blockbusters qui sont en général des rediffusions de blockbusters de TF1 et d'M6. Et bien là, il y a une soirée 100% inédite. Le hasard a fait que les deux chaînes ont dégainé des films qui ne sont jamais passés à la télé. D'accord. Inédits en clair. C'est fou. Donc c'est assez fou, et surtout l'une en face l'autre, alors j'ai hâte de vous donner les audiences la semaine prochaine. Ouais, complètement. Sur W9, ce sera The Gentleman. Est-ce que tu te souviens Oui, de c'est ce un film? Guy Ritchie. Il Un est Guy très Ritchie bien. avec très bien. Hugh Ouais. Grant. Je l'avais trouvé super, moi je l'ai vu ici. C'est vrai que c'est pas assez porteur pour mais M6. c'est pas assez porteur Ouais. pour M6. Ouais, complètement. c'est... Mais il est très bien. Franchement, J'aime je beaucoup vous le les conseille. Les Ouais. analyses télé de David, il est de Et ben plus voilà, en plus ça me donne pointu, encore plus envie de sortir le Non, podcast mais- rapidement pour que les gens regardent le film. Mais ouais, c'est vraiment Ouais. assez intéressant. Ouais. Il est pas assez porteur pour M6, Mm. mais sur W9, ça peut marcher. Donc à voir. Et face à lui, sur TMC, ce sera un film qui nous a été privé en salle. Je me rappelle que pendant le confinement, avant le confinement, on avait l'affiche dans le hall là-bas dans le fond où on met nos affiches à venir et il n'est jamais sorti. C'est Bloodshot. Est-ce que tu te Oh là rappelles là. de Bloodshot? Oui, il paraît que c'est une catastrophe. Alors je l'ai vu sur, c'est Prime qui avait Oui, récupéré c'est les Prime droits. qui avait récupéré les C'était droits. avec, j'ai oublié le nom du film avec Mela Bédia, où elle fait de la danse avec Alison Wheeler, Mela Bédia. Oui. C'était les deux premiers ouais. films en fait, en gros, les deux premiers films C'est ça. prévus en salle qui C'est ça. s'étaient retrouvés sur des plateformes. Et Bloodshot, c'était vraiment bof. En vrai, je l'ai regardé, et il y a eu un moment où je me suis pris au jeu dans le film, et puis après il y a eu un moment plus du tout. C'est un DC ou c'est un Marvel? Non, c'est tiré d'un comics. Oui, je c'est crois, tiré d'un comics, exact. Donc rappelons quand même que Bloodshot a été noté 1,5 en moyenne par les spectateurs Oh sur la vache. Allociné. Ah oui, C'est pas un terrible, film de David Wilson, hein, le pauvre. D'ailleurs, il se fait appeler Dave parce que je pense qu'il voulait pas être comparé Affilié, à nous. Et en fait, c'est Valiant Comics en fait qui sort ça de Ouais. base. Et c'est avec Vin Diesel et Guy Pearce. Et c'est franchement pas terrible. Mais qu'est-ce que ça peut faire à la télé? Bah C'est bonne vrai. question. C'est vrai. On verra ça jeudi. Bah, et quand on voit que Death Wish a fait des cartons ouais, d'audience, c'est clair. alors que si ça se trouve il est pas terrible, je sais pas, Ouais. je connais pas la qualité du film, mais c'est vrai que les gens sont souvent attirés par des films comme ça, parce que c'est quand même porteur. Quand Oui. tu sais pas ce que ça raconte, Ah bah, et que c'est tu connais clair. pas la qualité du film, tu dis Vin Diesel dans un film avec un mec qui résiste aux balles, Ouais, enfin, à ouais, moitié c'est ça. robot, je sais pas quoi. Tu dis bah finalement pourquoi pas La tenter le coup. bande-annonce va tourner sur TMC Ouais. et sur TF1. Ouais. Rappelons que TF1 met régulièrement des bandes-annonces C'est pour vrai. ses autres chaînes. C'est vrai. Et qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, tiens, puis il y a une certaine frange de la population qui Ouais. adore Vin Diesel. Complètement. Et donc ça peut fonctionner, pourquoi pas. C'est complètement. Le blockbuster de vendredi sur Canal+, c'est un film qu'on a aimé tous les deux, un peu comme Wonder Woman 84, mais les autres gens un peu moins. Mais pourtant, c'est quand même un événement, puisque c'est Thor Love and Thunder. Ah bah tiens. Donc Ah, il Marvel. arrive, hein, on l'avait vu l'été dernier. Ah, c'est fou, t'as à peine regardé Et- un Marvel ouais. qu'il y en a déjà un autre qui arrive quoi. Mais c'est ça. Et 3 par an, ça fait beaucoup, hein, puisque là, Ant-Man est encore dans certaines salles, et les Gardiens de la Galaxie arrivent très vite. Donc ce sera Thor vendredi soir. Pas d'autres films sur les autres chaînes télé ce soir-là. D'ailleurs, je reviens sur le sujet, mais on a quand même le dernier James Bond qui vient d'arriver sur Prime. Oui. C'est fou. Ouais, ça vient La vite. chronologie des médias me tue. Mais Parce c'est que, ça, en fait, ouais, un on an est- et demi, en fait, ça fait déjà un an et demi on- que le film est sorti. On n'est pas habitué en fait, ça Non. fait vraiment bizarre. C'est ça. Là, je me dis, bon, mais tant mieux. Ah oui, Tant oui, mieux. tant mieux.
Et donc ça, c'est vendredi soir sur Canal+. Je vous parle de samedi soir sur Canal+. En général, c'est pas des films en prime time. Bah oui. Et là, ça en sera un. Oh. Et ce sera un film qui n'est pas sorti en France parce qu'il n'avait pas trouvé de distributeur chez nous. Le fameux Canal Plus première. Ouais, un Canal+ première qui s'appelle Poker Face. Ok. Avec Russell Crowe. Oh. De Russell Crowe. Oh. C'est Russell Crowe qui le réalise. D'accord. Le synopsis, un milliardaire de la technologie organise une partie de poker à enjeu élevé entre amis. Mais la soirée prend une tournure lorsque des secrets de longue date sont révélés. Un complot de vengeance élaboré se déroule et des voleurs font irruption. Donc c'est un film qui est sorti en 2012, comme je vous le disais, il n'a pas trouvé de distributeur chez nous en France, ce sera donc la première fois qu'il sera diffusé chez nous, et c'est un film dans lequel joue donc Russell Crowe, forcément, il joue et il est réalisateur, et aussi Liam Hemsworth, Ah bien. et Elsa Pataky, parce que Elsa Pataky, c'est l'ex de Michael Youn. C'est ça, si je dis pas de bêtises, hein, c'est l'ex de Michael Youn qui s'est mis en couple avec Chris Hemsworth. Voilà. Et Liam Hemsworth, du coup, est le Ouais, petit frère de voilà, Chris donc Hemsworth. c'est quand même un Ah oui, film, on c'est une reste dans histoire la de famille, quoi. Exactement. Alors, j'ai pas vu le film, je vais pas vous mentir, hein, s'il est pas sorti en France, visiblement, c'est que les distributeurs de Pourtant, le chez nous... synopsis me tente bien. Ouais, mais moi aussi, mais visiblement, bon, c'était pas forcément très... Allez, on fera la review de Poker Face si vous voulez en, Eh ben, en TikTok. Ouais, bah pourquoi tiens, pas. pourquoi pas. Sachant que c'est que le 4e film qu'il réalise, Russell Crowe, il a réalisé Texas, un documentaire sur un concert en 2003. 60 Hard Hours in Italy, c'était un documentaire en 2003 aussi. Et sinon, il a juste réalisé La Promesse d'une vie en 2014. Ah oui. Ah, je croyais que c'est lui qui avait réalisé Enragé, qui était sorti en Non. Et donc là, il a fait Poker Face, donc franchement, ça me tente bien. Ouais, J'ai jeté un pourquoi petit pas, coup d'œil. ouais. Bah, t'avais bien tenté le film avec le dernier Canal Plus première qui était sorti, Oui, là. avec Mel Gibson, Top Lane, non, c'était pas ça. où il était Dans la radio, là. dans c'est la ça, radio, ouais, ouais. c'est ça. On the line. On the line, c'est ça. Ouais. Et sur Sister, vous aviez l'habitude des téléfilms Disney. Oui. Et bien là, vous allez avoir droit à carrément un film Disney. C'est assez surprenant, puisqu'on passe de La Belle et le Clochard 2, Les 101 Dalmatiens 2, au Dumbo de Tim Burton. Oh, bah dis donc. Donc il y a un sacré Bah, c'est fou. glow-up, Un samedi, on va du dire, coup. un samedi soir. Ouais, Ouais. non. Un Ah, samedi il y a soir. moyen que ça cartonne bien, Ouais. ça. On n'est pas pendant les vacances scolaires, Bah, on non. est donc dans un... Eh Voilà, ben, à voir. C'est pas la première zone qui est en... Non, pas Ah, encore. non, pas encore. Pas encore. La première zone, c'est nous, et on le sera le vendredi Ah ouais, 7. mais j'ai rien dit. Donc, à voir. Le duel du dimanche soir, et David, tu sais qu'on en a parlé de duel du dimanche soir durant des semaines et des semaines, Oui. et moi je pense que je suis ça, les audiences avec attention depuis des années, et déjà à l'adolescence, au lycée, de me dire, ah tiens, il y a 2 films le dimanche, ça m'intéressait énormément. Mais là, je crois bien que c'est la première fois, ou la deuxième, T'en as rien à foutre. où TF1 dégaine un film que je ne connais pas. Ah, d'accord. J'ai jamais entendu parler du film qui est sur TF1 dimanche soir. Ah bon? Donc c'est complètement dingue, parce que autant Canal le fait avec ses Canal Plus première, mais TF1 va diffuser un film qui est sorti en direct to DVD, qui n'avait pas trouvé de distributeur chez nous, et qui va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est un film assez récent, de Raume Balaguero, qui s'appelle Braquage Final. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un non. film de braquage avec Vin Diesel, D'accord. et alors là, c'est Comme quoi, vraiment... il fait autre chose que Fast and Furious. Oui, exactement. Alors, je suis pas sûr que c'est... Ils ont un contrat avec Vin Diesel, ils passent Bloodshot sur Ouais, TMC, c'est ça, on pourrait croire. Et braquage final sur Et celui-là. honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Alors, c'est un film, du coup, qui est sorti super récemment, puisqu'il est sorti fin 2021, D'accord. en Espagne. Et donc, Espagne. En Espagne, c'est un film D'accord. espagnol. Hein. Ok. C'est pas un film américain. Lorsqu'un brillant étudiant britannique apprend l'existence d'une forteresse secrète sous la Banque d'Espagne, il décide de se joindre à des cambrioleurs professionnels pour voler le trésor légendaire, tandis que tout le pays regarde la Coupe du Monde de football 2010. Donc, D'accord, ok. parce que là, c'est la Coupe du Monde 2010, c'est l'Espagne qui l'a gagnée. Bah oui, C'est forcément. avec Freddie Highmore. Ah oui, donc, quand même. ouais, quand même. Astrid Bergès, Freddy Highmore, c'est celui qui joue le Good Doctor c'est ça. Ouais. C'est le petit... de Arthur et les Minimoys. Peut-être. Oui. Moi, je pensais à Neverland. Ah oui, aussi. Et il y a Sam Riley. Oh là là. Je quitte ce studio. Je me suis trompé. C'est pas Vin Diesel, c'est Jason Statham. Ah, Je me suis c'est trompé. les 2 crânes rasés du C'est cinéma américain. Jason Statham. Et il y a aussi apparemment une sorte de petit caméo d'apparition d'Angelina Jolie dans ce D'accord. film. Bon bah quid du contrat avec Vin Diesel. Mais oui, bon, on oublie ça. Mais je sais pas d'où ça sort. Bah non. Un film C'est espagnol. fou. Et comme quoi,
je me dis c'est trop bien parce qu'il y a toujours des surprises. En plus, TF1 qui te sort ça oui, au c'est prime ça, time c'est un que dimanche. TF1, la première chaîne d'Europe, Mais il y a moyen que ça cartonne, en mais plus. je pense que le synopsis fait que ça Bah peut oui, plaire parce que forcément. on est un peu dans la lignée de Liam Neeson et visiblement la bande-annonce est passée hier soir à la fin de... Et en plus, pour le coup, personne ne l'a vu, quoi. Ah bah oui, personne ne l'a vu, là pour le coup c'est inédit, et apparemment la bande-annonce a fait un peu de bruit sur les réseaux sociaux après The Good Criminal, parce que TF1 termine toujours son ciné-dimanche en présentant le ciné-dimanche d'après, donc à une encablure, on en parlera la semaine prochaine, du dimanche à ne pas manquer de l'année, bah là pour le coup, c'est assez surprenant. Et t'imagines si ça fonctionne, ça veut dire que Ouais. TF1 a un océan devant lui d'aller oui, chercher oui, de la mais VOD ouais. d'action. C'est ça, ouais, c'est ça. Je trouve ça dingue. Ah ouais, moi je trouve ça dingue aussi, et vraiment- c'est pour ça que j'avais hâte de faire cette émission avec vous, complètement. parce que on va dire d'où ça déchappe, j'en Bon, en sais plus, j'ai rien. pas regardé la télé dimanche, donc je ne sais même Voilà. pas ce qu'il va y avoir sur France 2 non plus. Et bah sur France 2, ce sera une rediffusion d'un film qui était déjà diffusé le 14 novembre 2021 et qui avait fait 3,6 millions sur TF1, sur France 2 pardon. Donc très beau score, mais il s'était fait exploser par Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui avait fait plus de 5 millions. Forcément. C'est À couteau tiré. Ah, Donc, super, c'est chouette. j'adore. Ah ouais. C'est chouette. Par contre, là, pour le coup, c'est deux films Ouais, qui ouais, vont ouais, peut-être ouais. se tirer un peu dans les pattes. C'est À couteau tiré Ah bah dans oui, les pattes, couteau tiré dans les effectivement. pattes. Ouais, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Complètement. Parce que là, il n'y a pas vraiment de contre-programmation. Du coup, je suis curieux parce que j'ai envie de voir le film sur TF1, mais j'aime bien Un couteau tiré. Ouais, Donc, du c'est coup, je clair. sais pas. Alors, trop. À couteau tiré, il est sur Netflix. Hein. Par contre, ça va très bien à France 2, je trouve. Un Ouais, couteau ouais, tiré, ouais, c'est vraiment, carrément. voilà, dans la lignée des Cluedo et tout, c'est vraiment un film France 2. Carrément. Et c'est vrai que du coup, bah moi, si j'ai rien de prévu, je pense que je vais me caler devant TF1 juste par Ah curiosité. ouais, je pense Et pourquoi aussi, pas ouais. vous en parler un peu la semaine prochaine Carrément. si on a l'occasion de le voir, parce que Carrément. c'est vraiment très très marrant quoi. Et vous dire qu'on fasse, bon, il y aura les traditionnels films un peu plus anciens sur Arte, C'est sûr. C8, TFX va diffuser Tais-toi de Francis Weber avec Gérard Depardieu et Jean Oui. Reno, et ça marche toujours bien. Bah ce film. oui, Donc, oui, oui, à oui, y c'est assez jeter- culte, ouais. jeter un coup d'œil. Et à noter aussi que Sister va passer Top Gun. Ah. Qui était passé sur M6 à l'occasion de la sortie Exact. du 2 et qui avait bien Ça a marché. bien marché, ouais. Donc à voir vraiment un dimanche 2 avril qui va être super Surtout intéressant. pour les gens qui vont confondre le Top Gun 1 et Top Gun 2, qui Ouais, sont pas c'est au courant ça, de la ouais, chronologie c'est des ça, médias, c'est qui ça. vont dire, bah, je l'ai loupé au cinéma, je vais le regarder. C'est possible. En tout cas, on vous le dira la semaine prochaine, mais le dimanche de Pâques, c'est traditionnellement le dimanche le plus important pour la télé dans l'année, etc. Mais j'avoue que celui d'avant, là, m'enthousiasme carrément. Je Parce suis qu'il à y a- fond. il y a Je suis à tout fond. et n'importe J'ai hâte quoi d'avoir qui les, passe. les, Ah ouais, vivement lundi les audiences. ouais, complètement. Lundi, d'ailleurs, 3 avril, France 3 va diffuser Les Veuves en rediffusion. C'est la deuxième fois qu'il va diffuser ce film. Moi, je l'avais vu grâce au Rio Ah, il Bordeaux est lors très d'une bien, convention ce en film. avant-première. Ouais. C'est un film de Steve McQueen, Ouais. mais pas Steve McQueen. Ouais, troisième du nom. Ouais, ça doit être ça, ouais. Qui est le réalisateur de 12 Years a Slave, hein, C'est ça. oscarisé en Ouais, 2013. Et c'est un film avec Liam Neeson, justement, Ouais. mais qui est pas du tout dans la veine... Pour le coup, on voit pas trop Liam Neeson, non, parce non, que non. l'actrice principale... c'est un groupe d'actrices. C'est ça. Et c'est vraiment très très chouette. TF1 proposera la 3e saison, j'allais dire de son Last of Us, mais c'est pas du tout ça. TF1 proposera la 3e session de son This Is Us, Ah oui, d'ici. avec Je te promets, Oui. saison Ah oui. 3. Et alors le duel, Ça bide un peu, ça, c'est bizarre qu'ils fassent d'autres saisons. eh ben ça marche pas mal en Ah ouais, audience. ça marchouille quand même. Ça bide en avis des gens, Ah parce oui, que tout le c'est monde ça. compare à C'est This ça. Is Us, Ouais, mais ouais, par c'est contre, ça. point de vue audience par rapport à This Is Us en France, ça explose tout. Et le duel W9 TMC du lundi soir, bah là pour le coup ce sera pas l'inédit du jeudi précédent, puisque ce sera Deadpool sur W9 face à The Dark Knight Rises sur TMC, donc je sais pas si les gens se lassent du genre super héroïque, mais en tout plus cas... le Rises, c'est pas celui qui a le plus de succès, donc c'est possible que les gens se mettent sur Deadpool. Et alors le mardi soir, alors c'est pas habituel du tout, mais je vous annonce un Super Tuesday. Ça c'est ce que disent les Américains, vous savez, pour les élections, quand il y a C'est les ça. primaires, il y a le Super Tuesday. Et ben là, il y a des films de tous les côtés, mais vraiment Un mardi soir? un mardi soir. Je sais pas pourquoi, c'est pas les vacances, je sais pas ce qui leur prend, mais c'est aussi pour ça qu'il faut écouter la chronique télé, parce que c'est très inattendu. Alors déjà, on va commencer par le film art et essai traditionnel de Canal ce soir-là. C'est Les Enfants des Autres, avec Virginie Efira. Oui. C'est pareil, j'ai l'impression que ça fait 15 jours qu'on le passait oui, chez nous. mais c'est fou, mais oui, ouais, c'est il est vrai. sorti il y a 6 mois, ouais. Donc Ça voilà. va si vite. Et alors surtout, bah, on va commencer par quelque chose d'assez surprenant, c'est France 2, qui dégaine un film le mardi soir, et un D'accord. blockbuster. Oh. C'est Barry Seal. Ah Avec, oui. Ah oui, avec Tom Cruise. Tom Cruise, ouais. Il avait fait pour sa dernière diffusion 3,3 millions. Oh, pas France si 2 mal. l'avait diffusé un dimanche soir en 2020. Ok. Et donc, Barry Seal sur France 2. Sur C8, Venise n'est pas en Italie. C'est un film qui est sorti juste après le Covid avec Benoît Poulvorde. C'est une comédie avec Benoît Poulvorde. Oui, ils ouais. partent en camping, Ouais, là, ils et partent puis il en- fait croire ouais. que, oui, d'accord, oui. Et bah, moi, je Une trouve ça comédie, quoi. assez sympathique. W9, on est hors vacances scolaires, qui nous sort Toy Story 4. Mais quoi? Mais en plus, le 4, quoi. Ah oui, un Et- mardi soir, parce que le ouais, lendemain, le lendemain, les enfants vont pas à Mais l'école bon, quand pour même. la plupart, mais Ouais. quand même,
Moi, je pensais qu'ils allaient se mettre ça sur le coude pour les vacances. Ah oui. Et là, Toy Story 4, et c'est pas M6, c'est W9 en plus. Donc on sait que Toy Story, ça fait toujours des audiences énormes. Bien et sûr. là, sur la petite sœur, sur C'est W9, C'est fou. TFX, Spider-Man 3. Oui, normal ça. NRJ12, ce sera Ennemi d'État, qui est quand même un film Très plutôt bien, quali avec Will par Smith. rapport j'adore. à ce Ouais. qui nous passe d'habitude. Ouais, j'adore. Et sur Sister, ce sera D'Artagnan, version 2001, avec Justin Chambers et Catherine Deneuve. Donc, Super Tuesday, ouais. J'ai Carrément. presque envie d'enregistrer mercredi prochain pour pouvoir vous donner les T'as audiences limite du envie de mardi. t'abonner à Molotov pour pouvoir enregistrer tes Ouais, ouais, programmes. mais c'est point de vue. Là, je vous ai parlé que de cinéma, hein, pas de C'est série. fou. Ah, ouais, Ça va être c'est une fou. sacrée soirée. Mercredi soir, sur Canal+, on parlait de Liam Neeson, ce sera Blacklight. Je crois qu'on l'avait pas diffusé chez nous, celui-là, c'est son dernier film. C'est pas du direct to Canal, là, c'est vraiment... Tu vas avoir une petite vue au Ouais, cinéma. ouais, comme The Good Criminal. Donc je vous annonce, c'est le futur dans 1 an et demi carton de TF1 dimanche soir. Tu as de Ça, fortes c'est chances. sûr. Vous dire que Arte va diffuser l'auberge espagnole, le classique de classique. Cédric Clapiche. Très bien. Bah oui, parce qu'il y a Salade grecque qui sort bientôt sur Ouais, Prime. c'est ça. Il sera présent d'ailleurs à Canal Série. Ouais, Ah, tout à fait. Mm. Tout à À fait. Cannes Série, pardon, pas Canal. Ouais, oui, Canal Attention, Série, ce n'est pas Canal qui a les Ouais. droits de Cannes Série. Enfin, si, ils ont les droits de Oui, mais, diffuser, mais bon, on a compris. vous avez compris. Écoutez la news. Sur, sur TMC, il y aura Éléonore, un film de Amro Hamzaoui avec Nora Hamzaoui dans le rôle principal, et ensuite le spectacle de Nora Hamzaoui dans la foulée. Donc c'est une soirée, Nora Hamzaoui, qui est une actrice humoriste Oui. très populaire. Je suis pas sûr qu'en termes d'audience, ce sera très très porteur, mais on verra ça. Et sur Sister, un petit coup de cœur que j'adore. Je sais que c'est pas un film très quali, mais il s'appelle Le Casse de Central Park avec Ben Stiller. Oui, c'est sympa. Et en fait, pour moi, je l'associe à la période de Noël tout bêtement parce que je l'ai vu passer à Noël sur TF1 un dimanche soir pendant les fêtes et je l'aime beaucoup. Et pour avec le Eddie coup, Murphy. ouais, c'est ça. Pour le coup, ça peut avoir son petit succès. Complètement. Jeudi soir sur C8 Passengers, ça Oui. fait un bon moment qu'il n'était pas passé à la télé. Avec C'est Chris TF1. Pratt. TF1 avait les droits et donc C8 les a récupérés. Avec Chris Pratt C'est et mignon. Jennifer Lawrence, ouais. En fait, la bande-annonce était hyper prometteur. Moi, Ouais. je me rappelle, à Noël 2016, Ouais. je l'attendais, mais comme Ouais. un dingue. Et au final, C'est une c'était histoire assez... romantique dans un vaisseau spatial. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est un peu glauque. Le début est un peu glauque. Ouais, oui. Le fait carrément. qu'il la réveille Ouais, par obligation, ouais, enfin, ouais, bon. c'est ça. Bref. Sur TMC, Greenland, avec Oui, Gerard Butler. Bah, bien sûr. Alors, Bien sûr. ra- Ton film favori. Ah ben, je l'avais trouvé plutôt sympa, je Ouais, suis allé t'as le voir trouvé en ça, salle, hein. et surtout, j'avais trouvé ça sympa, et surtout, j'avais apprécié vraiment que Metropolitan Oui. sorte ce film, puisqu'ils l'ont sorti à l'été 2020. Oui. Faut savoir que tous les grands studios avaient annulé tous leurs blockbusters. Du coup, ils se sont dit, ouais, bah on tente, et ça avait été un carton, Ouais. parce que il n'y avait pas eu d'autres films à se mettre sous la dent de gros blockbusters Et cet puis, quand été-là. t'as pas eu de cinéma pendant 1 an et demi et que Ouais, t'as ouais. un film catastrophe comme ça Ouais, qui débarque, ouais. ça te fait forcément Et plaisir. je me souviens, moi, d'être venu le voir dans notre salle, là, au Rio Borvo, un vendredi soir. La salle, il y avait beaucoup de monde, et les gens avaient vraiment... C'était vraiment le retour en salle, C'est quoi. ça. Et du coup, l'audace de Metropolitan, mais bon, sans dire qu'on les aime plus que les autres, mais quand même, ils sont souvent très audacieux. Ouais, Et souvent, ça paye. Rappelons que complètement. c'est eux qui avaient acheté les droits du Seigneur des Anneaux, alors que personne n'y croyait. Et C'est que vrai. et qu'ils ont quand même reparti avec 11 Oscars pour le C'est vrai. troisième. Et que derrière, Warner Donc, s'est planté avec le... Ouais, c'est ça. Donc, bravo Metropolitan. Et sur Chéri 25, Les Pleins Pouvoirs, c'est un film réalisé par Clint Eastwood, c'est pas son plus connu. Ah oui. je mais vois. voilà, je trouvais bien, Pourquoi parce que de pas citer toujours les mêmes chaînes. Bien sûr. Et enfin, vendredi 7 avril, le blockbuster de Canal+, ce sera Novembre. Déjà aussi Déjà. sur Canal, hein, c'est dingue, avec Jean C'est Dujardin. Mais c'est bien parce que je l'ai pas vu. Et M6 va redégainer un film le vendredi soir. Mais non. Ça fait très longtemps qu'il l'avait pas fait. Bah oui. Et ce sera 10 jours sans maman. Ah bah tiens, Eh ça bah tombe oui. bien puisque 10 jours encore sans maman sort, bah là très bien, Oui, bientôt. oui, très bien, en sortie nationale dans certaines salles. Et sur TF1 série film, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Alors attention, hein, là aussi pour les gens ce n'est pas le film qui passe au cinéma en ce moment. C'est pas les Trois Mousquetaires d'Artagnan là, c'est Non, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Ok. Voilà, donc pour un programme assez alléchant, on rappelle quand même un duel du dimanche soir assez fou entre braquage final et à couteau tiré, un mardi de dingue. Donc on sera là la semaine prochaine pour vous décrypter les audiences, Carrément. en tout cas du début de la semaine, puisque pas de la suite. Et le week-end suivant, ce sera le week-end de Pâques, et ce sera notre grand sujet de la prochaine fois. Soyez à l'écoute, parce que ça peut vous dire, ouais, Pâques, c'est quoi le rapport avec le ciné? Ben, ça a beaucoup de rapports, vous le verrez, plus que Noël, même en termes de Ah oui. recettes publicitaires. Complètement. D'ailleurs, si vous êtes fan de Critflix depuis des années, vous êtes déjà au courant de tout ça. Exactement. On vous invite à aller voir les anciennes émissions sur Twitch et sur YouTube si vous voulez. Merci pour cette émission, David, d'avoir été présent encore une fois, d'avoir Avec plaisir. rempli les lignes de chroniques et de news, parce que c'est toi qui travailles plus que moi à ce niveau-là pour le moment. Vous l'avez remarqué, nous ne sommes plus en vidéo
pour des problèmes, disons, techniques, et puis aussi parce que niveau emploi du temps, c'est compliqué de monter de la vidéo par rapport à de l'audio. Donc on préfère rester en podcast, on a une meilleure qualité d'écoute, et puis de toute façon, principalement, vous nous écoutez et vous ne nous regardez pas, donc c'est déjà très bien comme ça. Merci de vous abonner, merci de nous laisser un commentaire sur les plateformes où vous pouvez le faire, merci de nous suivre sur Instagram, de nous rejoindre sur le Discord, tout ça est dans le lien Linktree que vous trouverez sur Instagram et sur les autres plateformes. On se retrouve la semaine prochaine, merci à tous et à très bientôt. Salut tout le monde!